Bonjour, c'est une double musique de panique qui nous parvient depuis quelques semaines des 20h et des grandes radios. Panique à propos des retraites. Si on ne réforme pas tout de suite, immédiatement, maintenant, le déficit du système de retraite français deviendra inextricable, insurmontable. Et panique à propos de la crise grecque. Si on n'aide pas la Grèce tout de suite, maintenant, immédiatement, alors ce pays de la zone euro menace d'être en cessation de paiement, sinon en faillite, et éventuellement même d'entraîner avec lui dans sa chute d'autres pays de la zone euro. D'où éventuellement aussi risque d'explosion de la zone euro, voire de l'Union européenne. Alors, on essaiera sur ce plateau de faire le tri entre les vraies et les fausses raisons de paniquer. Jean-Luc Mélenchon, avec deux invités, Jean-Luc Mélenchon d'abord, leader du parti de gauche. Sur les deux sujets, vous avez fait entendre une musique sensiblement différente de la musique dominante que j'essayais de résumer à l'instant. Alors, face à vous, Marc Toiti. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas journaliste de la télévision, vous êtes financier, mais j'ai envie de dire... Économiste, je suis économiste. Économiste et financier, parce que vous dirigez une boîte de conseil et d'investissement. D'ailleurs, ce serait intéressant de voir auquel de ces deux titres vous êtes le plus souvent interrogé et comment vous êtes présenté. Ça peut, voilà, ça fait aussi partie... Souvent économiste, on va dire. Enfin, bon, pardon ? C'est souvent économiste quand même, c'est quand même mon métier de base, effectivement. Oui, mais alors j'ai 15 ans que... mais c'est vrai qu'il y a aussi une demande, bon, on en reparlera tout à l'heure, mais je dirais d'image, de marché, etc. Comme métier économiste. En fait, l'économiste, c'est très c'est important, parce que moi aussi, quand je fais mes conférences, je commence par ça. Je dis à quoi ça sert les économistes. Donc si on a créé des économistes, alors certains disent que c'est pour que les météorologues ne soient pas les seuls à se tromper. Vous voyez, c'est-à-dire, c'est un peu ça, par solidarité, vous voyez. Partout. Bon, mais disons que il y a trois missions de l'économiste. D'abord, la plus importante, je pense, c'est la pédagogie. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de mes confrères qui ne font pas ça. Et d'ailleurs, à cause de ça, pas me détestent, enfin, même pas trop forcément, parce que justement, j'essaye de rendre ouvert l'économie, de la rendre pédagogique, de la rendre abordable. Et ça, c'est un premier grand enjeu. Parce que justement... Dans un format en général de 20 secondes ou 20 heures. Si possible, voilà. Si on peut plus, si on peut un peu plus, c'est mieux. 20 secondes des bonjours. Voilà. Mais bon, il y a des émissions comme ça où là, on a un peu plus de temps de parler, où c'est dans l'air, etc., où on a le temps de plus parler. Ça, c'est important. Donc, vraiment, ça, c'est le premier rôle de l'économiste. Donc, c'est ça, c'est expliquer l'économie. Parce que justement, comme en France, en plus, on a une culture économique. Idéologique, exactement. Bien sûr. Et comme en France, on a une culture économique très faible, justement, les idéologies passent comme ça. Deuxième mission, c'est la prévision. Et troisième, donc la prévision de dire où on va. Enfin, on va essayer de prévoir. Vous prévoyez, parce qu'il y en a qui prévoient 50 ans pour les retraites. Non, je ne vais pas jusque-là. Déjà prévoir, si vous voulez, déjà prévoir à 1 ou 2 ans, c'est déjà très difficile. Mais pour demain matin, par exemple, vous pourriez nous dire ce qui va se passer avec la dette. Non, je ne suis pas monsieur météo, justement. Mais à moyen terme, par exemple, si vous avez... Vous êtes surtout chargé des prévisions qu'on ne peut pas vérifier. Depuis, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Sauf quand on a des archives. Sauf quand on a des archives, ce qui est notre cas. Voilà. Oui. Vous pouvez toujours courir pour aller chercher. Tous les ans, depuis 15 ans, c'est une de mes fiertés, je fais le bilan de mes prévisions. Donc je dis voilà, il y a un an j'avais dit ça, mon équipement on avait dit ça, là on a eu tort, là on a eu raison, etc. Vous voyez, il y a un an... Alors juste tous les deux, si je peux me permettre, ça vous dérange pas? Non, troisième mission, c'est la mission de conseil. Quand on rencontre un gourou... Non mais juste, si ça ne vous dérange pas, avant de commencer le match, qu'on suive... un match, non mais bien sûr c'est pas un match, on a bien compris, qu'on essaye de suivre un tout petit peu le conducteur qui était prévu, et ensuite on a bien compris déjà sur quel point portera votre non-match. Alors on va juste commencer, parce que Lucie est quand même pas venue pour rien, par quelques images d'actualité comme chaque semaine. Lucie a commencé d'abord, vous êtes d'abord arrêté sur un mot, ou plutôt deux mots, pour désigner la même chose, le voile intégral. Oui, dans cette affaire, il y a un avant et un après. Ah. Avant, autrefois, jadis, on disait burqa, la loi anti-burqa de Copé, les femmes à la burqa, mais tout ça, c'était il y a un mois, on regarde. Tout de suite donc à la politique avec le projet de loi sur la burqa. Le gouvernement voudrait l'interdire, donc par une loi purement et simplement, mais le Conseil d'État, qui a été consulté, serait sur le point de rendre un avis différent et d'écarter l'interdiction générale. La majorité en avait fait l'une de ses priorités après les élections régionales. Le Conseil d'État vient de briser son élan en déclarant contraire au droit l'interdiction générale et absolue du port du voile intégral, autrement dit de la burqa. Voilà en substance ce que les sages du Conseil d'État auraient décidé concernant la burqa. La burqa ou le casse-tête intégral. Et la limite, les endroits où le port de la burqa serait interdit, ce sont certains lieux publics. L'après, c'est maintenant. Depuis une semaine tout pile, depuis le 23 mars, dans nos JT, le vocabulaire a basculé. Tout ça
à cause ou grâce, on ne sait plus, de la conductrice nantaise. Vous en avez entendu parler toute la semaine, mais on réécoute quand même. Cette Nantaise de 31 ans porte le niqab, une sorte de voile intégral. Verbalisée parce qu'au volant, elle était voilée de son niqab. Sa femme, qui porte le niqab, a été récemment verbalisée. Alors, explication en images. On essaye. Ok, cette femme porte le niqab. Les journalistes ne s'y sont pas trompés, mais j'ai bien cherché les explications détaillées sur ce sujet. On ne les retrouve plus. C'est pour ça que vous allez nous les donner. Pour qu'on les retrouve. Alors, c'est quoi la différence entre une niqab et une burqa? Alors, si on se concentre sur ces deux types de voiles, la différence est simple. Tout est dans les yeux. Si on les voit, c'est un niqab. Si on ne les voit plus, c'est une burqa. D'accord. Alors là, par exemple, sur cette image qui est derrière nous, qui est prise sur le plateau de Canal+, il s'agit de burqa, voilà. Puisque les yeux des femmes ne sont pas visibles. En revanche, quand le tissu laisse les yeux apparents, il s'agit d'un niqab. Voilà. Voilà. Alors la question, non mais on va pas débattre du fond parce qu'on y passerait l'heure. La question qui est une question de vocabulaire médiatique qui nous intéresse ici, c'est alors que finalement les deux termes auraient été équivalents pour désigner le voile islamique et on aurait pu imaginer que les politiques et les journalistes s'emparent à égalité de ces deux thèmes. Pourquoi était-ce le mot burqa qui avait remporté le concours avant cette affaire de Nantes? Alors on ne sait pas précisément, mais le mot burqa renvoie effectivement inconsciemment à l'Afghanistan, aux talibans, ce long voile bleu avec la grille devant. Il a une connotation plus négative et il est probablement plus mobilisateur, d'où l'utilisation excessive. D'où sans doute effectivement le fait qu'on préférait parler de burqa plutôt que de niqab, alors que finalement, alors qu'on a déjà du mal à les compter. S'il faut savoir en France s'il y a davantage de burqa que de niqab, c'est on n'est pas rendu. Autre image que vous avez repérée cette semaine, les céréaliers communiquent. Oui, l'autre sujet de la semaine. Bon, en plus de la Grèce, mais ça je vous le laisse. Merci. C'était la manifestation des agriculteurs chevauchant leurs tracteurs. Et là, TF1 et France 2, pour parler de ce sujet, nous ont fait un portrait croisé le même soir, à la même heure et à la même seconde. On regarde. Les céréaliers sont pourtant considérés comme l'aristocratie du monde agricole. La France est le deuxième producteur de la planète. Alors pourquoi sont-ils fragilisés ? Voyons comment leurs conditions de vie se sont dégradées en quelques années avec le portrait d'un jeune exploitant de Côte d'Or. 225 hectares de culture, qui, dit-il, ne lui rapporteront rien cette année. Il y a 6 ans, quand il s'est installé, ce jeune agriculteur surfait sur les cours du blé. Ce blé, en ce moment, on peut le vendre autour de 100 €, 110 € maximum. Aujourd'hui, il vaut 100 € tonne. Et il y a 1 an, 2 ans, c'était combien? Il y a 2 ans, il valait plus de 200 € tonne. Il y a 2 ans, c'était 200 €. Donc il est moitié moins cher qu'il y a 2 ans. Il a 2 fois moins de valeur. Pour tenter de résister, il s'est diversifié dans la culture du pois, plus rentable, mais ça ne suffira pas. Évidemment, il a pensé à sortir du système, produire autre chose, pour l'élevage notamment. Aujourd'hui, il serait intéressant de faire des protéines, ça pourrait être du pois. La filière d'engraissement n'utilise pas forcément des pois. L'an passé, un céréalier sur 4 n'a rien gagné. Lui se paye en moyenne 1 000 € par mois. J'ai perdu 100% de mon revenu. Je suis à zéro. Alors, il y a deux choses dans cette comparaison. D'abord, la similitude des mises en scène faites par les journalistes et ensuite la similitude des argumentaires des céréaliers. Alors là non plus, on ne peut rien prouver. On ne sait pas pourquoi c'est si ressemblant. On sait juste que l'agriculteur sélectionné par France 2 est le secrétaire général de la FDSEA de l'Aude. De l'Aube. De l'Aube, pardon. Il y a moins de céréales dans l'Aude. De l'Aube. Ouais. Et c'est souvent, par cet intermédiaire que les journalistes trouvent leurs clients, c'est tout ce qu'on peut dire. Voilà. Mais en tout cas, forte présomption d'éléments de langage, comme on dit, on parlait jusqu'à présent des éléments de langage donnés notamment par l'Élysée. Mais là, dans tous les ministères, on reçoit ça. On a éléments de langage pour le ministre. Moi, du temps où j'étais ministre, j'avais mes papiers qu'on me donnait comme ça. C'est les éléments de langage, et dans la presse, il y en a visiblement, parce que là, vous faites les innocents, mais vous avez bien compris que tout ça est un montage pur et simple. La bonne adresse a été donnée, ainsi que les 5 ou 6 bons arguments aux journalistes qui faisaient à ce moment-là son 5e ou 6e sujet de la journée. En l'occurrence, ils ont plutôt moyen d'aller vérifier si ce qu'ils racontent est vrai ou pas. En fait, moi non plus d'ailleurs, j'en sais rien. J'écoute ça, je découvre. Non, mais bien sûr. Les éléments de langage ont plutôt été donnés par les fédérations syndicales aux agriculteurs qui allaient recevoir la visite des journalistes. Et évidemment, les journalistes étant innocents
et faisant correctement leur métier. Ils ont donc répété ce qu'on leur a dit de dire, mais c'est en toute bonne conscience. Le coupable est évidemment le paysan. Comme on vient de le voir. Très bien, merci Lucie. Dans une seconde, la Grèce et les retraites. Alors, à propos de la crise grecque, les médias français sont passés d'une longue période de sous-estimation, ça faisait des brèves dans les JT, à un certain emballement ces tout derniers jours et à une certaine panique. Donc, quelles sont les vraies et les fausses raisons de paniquer? Faillite ou cessation de paiement d'un pays de la zone euro, de plusieurs pays de la zone euro. Puis d'abord, cessation de paiement d'un pays, ça veut dire quoi exactement? Donc, énormément de questions pour cette émission avec vous, Dan Israël, mais on va peut-être commencer par la présentation de celui de nos deux invités qui est peut-être un tout petit peu moins connu que l'autre, Marc Toitier. Raté. Non, là, on s'était décidé pour Marc Toitier. Dans sa branche, j'aime vous dire qu'ils le connaissent plus que moi. Hein. Puis ils l'estiment plus que moi, parce que moi, je leur fais peur, tandis que lui, il les rassure. Ce qu'on va montrer, c'est que je pense que peut-être à la télé, en tout cas, jusqu'à peu de temps, vous êtes peut-être un peu plus connu. Vous voulez dire qu'il passe sur France 2 plus souvent que moi? Ça, c'est pas trop dur. C'est incontestable. Exactement ce que je veux dire. Et la preuve en image. Voilà, c'est parce qu'en fait, on va quand même dire que vous faites partie d'une espèce un peu particulière, quoi. C'est celle de l'économiste vulgarisateur. On voit, comme vous le disiez, donc pas très farouche. Je crois bien, pour moi, c'est une bonne chose. On vous voit beaucoup. Donc, vous avez quelques collègues et semblables, comme Eli Cohen ou Nicolas Bouzou. Et vos particularités, c'est notamment qu'on peut vous interroger sur à peu près tous les sujets économiques. Alors, nous, on a fait le test. Tout simplement, on a regardé nos archives depuis 1 an et demi. Et effectivement, vos domaines de compétences sont très, très variés. Alors, on commence sur la crise grecque, mais après, je vous laisse découvrir. Il y a plein de sujets. On regarde. On en vient à la situation économique de la Grèce qui mobilise l'Union européenne et le Fonds monétaire international. Si effectivement un État comme la Grèce fait faillite, mécaniquement, l'ensemble de la zone euro est décrédibilisé. Donc c'est pourquoi on doit absolument l'aider. Une simple éruption volcanique en Islande et c'est tout le système qui s'enraye. Si ceci devait durer, alors là, il aurait de vraies conséquences économiques, sachant que la croissance économique est déjà très très faible aujourd'hui en Europe, on n'a pas besoin de ça. Une nouvelle affaire très embarrassante pour la Société Générale. Aujourd'hui, on a l'impression que tous les engagements, par définition, sont toxiques. Ce qui n'est pas forcément le cas. Il y a ici ou là des actifs toxiques, mais globalement, il y a également des actifs qui demain seront gagnants. La croissance française repart à la hausse, plus 0,3% au dernier trimestre. Mais attention, c'est une reprise technique qui malheureusement ne laisse pas présumer d'une poursuite d'une croissance forte dans les prochains trimestres. Cette levée partielle du secret bancaire suisse, une brèche a été ouverte par les États-Unis. Si on n'impose pas la même chose à d'autres places dites offshore, alors ça peut être extrêmement dangereux, puisque des banques ou tout simplement des gros épargnants risquent de quitter la Suisse. Bon, en gros, vous êtes obligé de changer de cravate tous les jours, parce que sinon... C'est ce que je voyais justement. Non, mais a priori, c'est pas la même. Heureusement que j'ai pas mis la même aujourd'hui. Oui, c'est tous les jours. Non, c'est quand il y a des problèmes, en gros. C'est-à-dire que effectivement, en ce moment, et là, il y en a eu beaucoup, effectivement, depuis quelques années. Ouais. Et donc voilà, c'est ça. Non, disons qu'il... Enfin, j'explique pas trop ça, moi il n'y a pas du plan de carrière ou quoi que ce soit. Mais franchement, il y a beaucoup d'économistes en France, il y a beaucoup de conseils en finance comme vous l'êtes, ou de dirigeants de cabinet d'investissement comme vous l'êtes. Comment ça se fait que toutes les chaînes prends votre téléphone et fondent sur vous? Non, alors je dirais, bon, déjà je suis disponible. C'est bon, quand je suis à Paris, parce que je suis souvent... Parce que là, ça exclut les fois où je suis en déplacement, où je suis pas à Paris, et là on peut pas m'avoir. Mais là, effectivement, en l'occurrence, quand je suis à Paris, évidemment, je dis oui, ce qui est pas le cas de beaucoup d'économistes qui justement veulent pas s'engager, veulent pas dire vraiment ce qu'ils ont envie de dire. Et puis derrière, j'essaye, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'essaye d'être pédagogique. Moi, je me rappelle, ma première télé que j'ai faite, c'était en 1997, à l'époque de la crise asiatique, c'était sur LCI. Et donc, j'avais jamais fait télé à l'époque, et je me rappelle très bien, je sors de l'émission, et le rédacteur en chef descend, il me dit, c'est la première fois que j'écoute un économiste et que je comprends ce qu'il a dit. Et ça a commencé comme ça en fait. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'économistes, mais ça déplaît. Dernièrement, je ne citerai pas son nom, il y a un économiste qui m'a appelé, il m'a dit « Marc, il faut que je te voie, j'ai un conseil à te donner. Voilà, tu n'es pas assez académique. On te comprend trop quand tu parles. » Donc il me dit, tu comprends, tu dois mettre une distance avec les gens. Alors je dis, non, écoute, moi, c'est pas du tout mon but. Moi, je pense qu'il faut au contraire rendre l'économie, la démocratiser, entre guillemets. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Mais sinon, ce qu'on verra dans une seconde, c'est si cet effort de simplification absolument louable n'est pas parfois au prix d'une certaine schématisation ou d'une certaine caricature. C'est ce qu'on va voir avec un autre extrait. Avec 20 secondes, vous savez, quand vous avez forcément... Et puis surtout... Non, mais on va le voir avec un autre extrait dans lequel vous avez eu plus de temps. Mais alors, juste pour commencer cette émission, parce que ça vient de tomber ce matin, et pour une fois, je tiens un expert et un politique qui s'est beaucoup intéressé à ces questions. Je voulais savoir si vous le saviez.
Donc Dépêche Reuters de ce matin, reprenant une interview du ministre grec de l'économie au Financial Times. Donc le ministre grec détaille les mesures d'austérité qui vont être prises par la Grèce sous pression internationale. Et parmi ces mesures d'austérité, il y a, écoutez bien, le passage de l'âge de la retraite de 53 ans à 67 ans. Alors, juste une chose, moi, c'est la première fois depuis le début de toute cette affaire, c'est-à-dire depuis des mois, que je lisais je lisais l'âge de la retraite en Grèce. L'âge moyen de la retraite est à 53 ans. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous le saviez? Alors, il faut vérifier, je pense. Enfin, à mon avis, il y a une erreur de chiffre. C'est plutôt 63 ans. Mais enfin bon, à vérifier. Mais enfin, mettons que ce soit 53 ans. Je veux dire, non, mais il faut voir si Reuters, parce que ça peut arriver. Ça peut arriver. Vous êtes expert. Vous parlez sur la crise grecque. Sur toutes les chaînes. Non, mais je connais pas exactement. Quel est l'âge de la retraite moyen en Grèce? Je peux pas tout connaître. Mais en tout cas. Non, mais moi je dirais plutôt c'est autour des 60 ans, parce que justement j'avais regardé dernièrement les chiffres sur la France et je m'étais rendu compte que l'âge de la retraite moyen en Europe, le plus bas c'était en France. Donc alors soit il y a eu, à mon avis, il y a plutôt une erreur, il y a une petite boulette dans le papier. Mélenchon, est-ce que vous aviez entendu parler d'un âge de la retraite en Grèce à 53 ans? Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, ce n'est pas possible. Alors, par contre, ça montre, ce qui est marrant, le chiffre, c'est l'aberration, quoi. 53, si c'est vraiment 53 ans à 67, mais pourquoi pas à 102? Pourquoi pas? À ce point-là, ça ne veut plus rien dire. Donc, oui, très bonne idée. Ces Grecs se vautreront par terre plutôt que de résister. Ce qui est une honte, c'est qu'il s'agit d'un pays socialiste. À vous, Jean-Luc Mélenchon, l'âge de la retraite moyen en Grèce est de quel âge? À mon avis, ça doit être plutôt du côté des 60 ans, comme dans tous les autres pays d'Europe, non? Non, c'est autour des 59-60 ans. Et moi, je dirais même 63. C'est peut-être 63, d'ailleurs. Peut-être plus élevé. Le problème que vous avez, si vous voulez, alors là, on est dans un projet technique. Mais si vous voulez, le problème que nous avons en Grèce, c'est ça. C'est quoi, là, le but du jeu? C'est le grand oral. Vous allez me demander l'âge de la Grèce. Je peux vous dire l'âge de la retraite au Danemark, 67 ans, grâce aux sociodémocrates. Je peux vous le dire en Allemagne, 68 ans, grâce aux sociodémocrates. En Espagne, enfin on veut dire pratiquement tous les pays où ils ont été au pouvoir, ils ont repoussé l'âge de la retraite que la droite n'osait pas faire. Voilà. Alors le but du jeu, il est extrêmement simple, c'est que cette dépêche est tombée ce matin, quelques heures avant le plateau, qu'on n'a pas eu le temps de vérifier, qu'elle nous a énormément surpris. Donc c'est pour tabasser les esprits. Maintenant, il faut faire peur. La Grèce, ça doit servir à ça. C'est le knout. Il faut dire aussi à la décharge que ça a été repris sur toutes les radios françaises ce matin. L'âge de la retraite en Grèce va passer de 53 à 67 ans. Donc d'ici la mise en ligne de l'émission, Dan en vérifiera et on donnera le. À la décharge. Non, on a cherché à la décharge de Reuters. Moi, j'aurais pu vérifier, mais voilà, je peux passer un coup de fil si vous voulez, mais ça va prendre du temps. Mais c'est vrai que faut faire attention aux chiffres grecs, parce que d'ailleurs c'est l'origine de la crise. C'est qu'on a découvert qu'en fait les chiffres grecs étaient faux. Alors on savait plus ou moins, mais dans une telle proportion, faut pas oublier qu'en Grèce, vous avez 20% d'économie parallèle. Marc Toiti, on va venir au débat. Là, c'est pas un problème de chiffres faux. Il s'agit d'une interview du ministre des Finances au Financial Times. On peut penser que les journalistes du Financial Times savent un peu de quoi ils parlent. Enfin, on peut le penser, c'est peut-être pas le cas, j'en sais rien. On peut penser le contraire aussi, vous êtes d'accord? On peut tout à fait aussi. Non, mais parce qu'on a déjà vu des pontifs de cette sorte, notamment anglo-saxons, raconter n'importe quoi, et la presse française, béante d'admiration, n'allant vérifier rien. Mais là, on retrouve tout à l'heure le problème de vérifier effectivement les informations avant de les citer, ce qui peut être dangereux. Et si c'est faux, si ce chiffre est faux, c'est vertigineux sur l'ignorance de tous les agents de la chaîne de l'information qui transmettent cette information dans le système. Malheureusement, ça arrive souvent. Alors, simplification du discours, voilà, vous essayez de tenir un discours pas académique. Alors, on va tout de suite avoir un échantillon avec une émission dans laquelle vous étiez il y a quelques jours et qui est une émission dans laquelle vous avez pu parler en longueur, Dan. Oui, c'était donc C'est dans l'air sur France 5. Alors, peut-être qu'on peut faire un petit point juste sur pour tous les gens qui ne sont pas tout à fait super experts de la crise grecque, je peux faire une mini chronologie en gros de ce qui s'est passé. Bon, en gros, l'économie grecque va quand même mal depuis de nombreux mois. Moi, je vais m'intéresser aux conséquences de la crise économique de 2008-2009. Alors, en fait, quand vous disiez, on a caché des chiffres. De quoi il s'agit? Jusqu'à la mi-2009, donc la Grèce annonçait qu'elle avait un déficit budgétaire de environ 6% de son PIB. C'est-à-dire qu'elle envisageait que pour couvrir toutes ses dépenses, elle devrait emprunter l'équivalent de 6% de la richesse qu'elle produit tous les ans. Voilà. Mais en octobre, le nouveau Premier ministre socialiste, comme vous l'avez dit, Georges Papandréou, président de l'Internationale socialiste, a annoncé que le déficit ne serait pas en fait de 6%, mais qu'il allait dépasser 10%. Puis en novembre, il a encore une fois réévalué la situation et annoncé un déficit budgétaire annuel à 12,7% du PIB et une dette totale équivalent à 113% du PIB du pays. Personne ne lui demandait rien, celui-là. Tout à fait, c'est lui qui l'a annoncé. Donc,
La Grèce l'a caché, la Grèce l'a annoncé, a corrigé les chiffres aussi. C'est pas vraiment ça ce qui a été caché, hein, si vous voulez. C'est-à-dire que, en fait, au fur et à mesure que la crise arrivait, donc la récession était plus grave que prévu, donc évidemment, il y avait moins de recettes fiscales et plus de déficit. Donc il y a aussi, vous prenez les prisons de la France, par exemple, là aussi, il y a eu des écarts. Si Tout à vous fait. voulez, hein, Non, mais c'est certain. il y en a aussi. Non, là où vraiment il y a eu ce qui a mis le feu aux poudres, c'est plus l'affaire de la dette publique. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en 1998-99, après, et jusqu'en 2001, quand la Grèce voulait entrer dans la zone euro, parce qu'elle n'était pas au début en 99, elle n'est entrée qu'en 2001. Donc pour entrer en 2001, elle a dû faire montrer patte blanche, entre guillemets, et donc à partir de là, on s'est rendu compte qu'elle avait demandé à une banque d'affaires qui s'appelle Goldman Sachs de réduire artificiellement sa dette. C'est-à-dire en fait, elle a demandé à Goldman Sachs de ce qu'on appelle faire de la titrisation. C'est-à-dire elle dit voilà, sur 10 ans, je vais avoir des recettes, des autoroutes, du loto, etc. Donc ces recettes que je n'ai pas encore, vous allez me les donner maintenant. Et en échange, c'est vous qui toucherez effectivement ces recettes dans les années futures. Donc ça a marché 10 ans, ce qui fait que en 2001, quand la Grèce est entrée dans la zone euro, on avait finalement une dette publique qui était plus faible. Et sauf que 10 ans plus tard, quand arrive cette situation, donc les produits sont terminés, là on découvre que malheureusement la dette publique, et au-delà du déficit, la dette publique est beaucoup plus grave qu'on l'avait annoncé. Et comme on n'a plus le droit de faire ces produits un petit peu sophistiqués, la Grèce est là, entre guillemets, est pris la main dans le pot de chocolat, quoi. Donc on voit que vous êtes une machine à faire de la pédagogie en direct sur cette vision, Jean-Luc Mélenchon. Une réaction. De quoi? De ce qu'il vient de dire? De ce que vient de dire Marc Potier. Moi, je suis pas d'accord avec les mots qu'il utilise. Tout le mécanisme qu'il décrit, je n'ai rien à dire, c'est ce qui s'est passé. Bon. Mais par exemple, les doigts dans le pot de chocolat. Comme s'il y avait fabriqué, vous qui êtes un financier, un économiste, quand on fabrique des titres, quand on titrise une dette, ce n'est pas une activité illégale, vous êtes bien d'accord? Bien sûr que non, bien sûr que non. Est-ce que vous penseriez à dire que tous ceux qui ont titrisé des titres de dette sont pris les doigts dans le chocolat? Alors, attendez, non. non. Mais quand c'est un État, oui. Pourquoi cette différence? Expliquez-nous. C'est très simple. C'est devenu illégal depuis 2004. Parce qu'en 2004, Eurostat a interdit de faire ça. C'est-à-dire qu'elle dit maintenant, quand on va mesurer la dette publique, on va enlever toute cette titrisation. Donc Eurostat, que la France, tout le monde l'a fait, tout le monde le faisait à l'époque. Mais à partir de 2004, on a dit tout stop. le monde ne l'a pas fait, vous n'avez pas fini d'en découvrir, mais c'est pas à moi de faire l'affoleur. Donc Eurostat a décidé, ce n'est plus possible, donc ils ont les doigts dans le chocolat. Non, ils ont fait, la loi n'est jamais rétroactive. À l'époque, ils faisaient des choses qui étaient légales, qui étaient normales, considérées par la communauté financière comme des bonnes activités. Ne dites pas le contraire, ils vivaient tous dessus. Bon, donc, à partir d'un moment, c'est interdit. En fait, j'ai pas fait. Oui, mais à partir d'un moment, c'est interdit, et donc on dit ils ont triché. Non, ils n'ont pas triché. Et je vais continuer, pardon, parce que ça a une grande importance. Prenons un autre exemple. Parce qu'il n'y a pas que ça, mais allez-y. Il y a un effet d'emballement, il n'y a pas que ça bien sûr, mais on a parlé de ça, donc on règle cette affaire. Il y a un effet d'emballement qui aggrave la situation, c'est-à-dire qu'ils ont un déficit, ils ont du mal à le financer. On va dire pourquoi ils ont du mal à le financer. Une fois que le taux d'intérêt augmente, ils ont encore plus de mal à financer. Ils font donc un premier plan d'économie, ou de je ne sais pas comment on appelle ces horreurs. Et puis on en fait un deuxième, et puis un troisième, jusqu'à ce qu'on arrive à 18% de taux d'intérêt, et là ils tombent à genoux, ils ne peuvent plus payer. En effet, un pays peut à un moment donné être en état de ne plus payer. Autrefois, on réglait ça par de l'inflation ou par une autre technique. Donc il ne faut jamais perdre de vue l'effet d'aggravation de l'intervention des instruments financiers menés par des gens qui, eux, ne sont pas neutres, ils ont aussi un intérêt. Je termine parce que on pourrait casser cette affaire-là. Ça pourrait instantanément briser les reins de ceux qui font cette spéculation. On ferait comme les Américains, mais c'est interdit par le traité de Lisbonne. La Banque Centrale Européenne prête directement à la Grèce à 1% au lieu de transiter par les banques privées qui sont au milieu, et elle dit à la Grèce combien vous voulez. Parce que la Grèce, le PIB de la Grèce est 3% de l'Union, c'est rien du tout. La Banque Centrale Européenne, pour refinancer les banques quand il y a eu la crise, elle a mis jusqu'à 9% du total de la richesse, d'accord? Donc c'est code, ça prend 30 secondes à être décidé, et il n'y a plus de pot de chocolat et je ne sais pas quoi. L'instant d'après, je termine, les spéculateurs ne peuvent plus spéculer et il n'y a plus de crise grecque. Alors voilà, non, juste quand même l'historique, excusez-moi, mais c'est important. J'ai pas dit de trop grosses bêtises, professeur? Ça va, mais bon, quoique. Non, le vrai enjeu, si vous voulez, parce qu'il ne faut pas oublier, qu'est-ce qui s'est passé vraiment en Grèce? Quand la Grèce est entrée dans la zone euro, en fait, vous savez que tous les pays payent un taux d'intérêt sur la dette publique. Donc, plus on est crédible, moins le taux d'intérêt est élevé. Et donc le taux le plus bas aujourd'hui en Europe, c'est le taux allemand. Parce qu'on considère que c'est ceux qui ont fait le plus d'efforts, de rigueur budgétaire, etc. Donc, qui est on?
on va dire les investisseurs au sens les agences de notation. Les agences de notation, mais également les créanciers. C'est-à-dire que si on vous dit voilà, est-ce que vous voulez prêter un pays qui est sûr, même pas un pays. Vous connaissez quelqu'un qui ne prend pas des titres d'un pays? De quel pays vous prenez pas de titre? Je termine. Non mais ça c'est un autre débat. Laissez-moi terminer ça pour la Grèce. Donc le problème de la Grèce c'est le suivant. Elle entre dans la zone euro en 2001 et à partir de là, les taux d'intérêt évidemment grecs, donc que paye la Grèce sur sa dette publique, tombent au niveau de l'Allemagne. Donc évidemment, c'est formidable. Et c'est ça le piège. C'est qu'à partir de là, les Grecs, qui devaient justement faire des réformes sur leurs dépenses publiques, parce qu'il fallait réduire les déficits. Vous savez, de 2002 à 2008, donc à 2009 exactement, avant même la crise vraiment, on a eu un déficit public grec de 5,5% du PIB chaque année. Et alors? Comment ça, alors? Il faut le payer. L'argent ne tombe pas du ciel. Oui. Donc maintenant, quel est le problème numéro 1 de la Grèce? À partir de ce moment-là... C'est qui paye, comme partout. Voilà, mais qui paye? C'est ça, je vais vous dire, c'est très simple. Il y a un ratio que vous devez, que tout le monde doit comprendre, avoir en tête. Attendez, je termine. Non, mais c'est très simple. C'est que, si vous voulez, aujourd'hui, un pays, chaque année, il doit payer des intérêts de sa dette. D'accord? Donc la Grèce, la France, tout le monde. Donc pour qu'un pays évite une situation de faillite ou tout simplement de décrédibilisation, il faut que sa croissance économique soit supérieure au coût de sa dette publique. C'est-à-dire que si je m'endette, si je fais du déficit, mais qu'en échange, j'ai plus de croissance économique, il n'y a pas de problème. Vous comprenez? Sauf que là, le problème, c'est que ce soit la Grèce, mais l'ensemble des pays européens, on a des coûts d'intérêt de la dette qui sont énormes et qui ne génèrent pas de croissance. Vous comprenez? Donc c'est ça, si, c'est ça le problème. C'est que vous avez un déficit structurel qui est là et que finalement, à partir du moment où on découvre le poteau rose, les taux d'intérêt effectivement augmentent. Et c'est là où après... Mais oui, on découvre que finalement, aucune réforme n'a été faite, qu'on a triché, que la dette publique est plus élevée que véritablement. Et à partir de là, ce qui a mis vraiment le feu aux poudres, et je termine, c'est effectivement la déclaration d'Angela Merkel. Parce que ce qu'on a oublié de dire, c'est que ça fait longtemps qu'on a des suspicions sur la Grèce. Et à chaque fois, l'Allemagne a dit non, attendez, ne vous inquiétez pas, la Grèce, c'est comme l'Allemagne. Elle est dans la zone euro, donc il n'y a aucun risque sur la Grèce. Et début d'année, surprise générale, que dit Angela Merkel en personne? Elle dit, ben non, finalement, la Grèce doit se débrouiller, doit prendre ses responsabilités, et elle termine en disant, la zone euro va traverser une phase très difficile. Vous comprenez? Et c'est ça qui a mis le feu aux poudres. On laisse Jean-Luc Mélenchon répondre, ou vous voulez faire un petit point juste avant sur quoi? Non, à un moment, il faudra juste finir là, ce que j'avais commencé à dire, c'est-à-dire que pour les gens qui n'ont pas tout compris, juste une idée de la chronologie, en fait, c'est tout. Et je voulais simplement préciser que l'extrait qu'on voulait montrer, c'est presque mot pour mot ce que vous venez de dire. Ah bah, je ne pas les choses. Mais vous n'utilisez pas tout à fait les mêmes mots. Non, mais au moins, il est cohérent. Voilà, exactement. Au lieu de dire un pays crédible, vous disiez un pays sérieux. Oui, crédible, sérieux. C'est la même chose. Bon, donc on est bien d'accord qu'on passe pas cet extrait. Réponse. Oui, d'abord je réponds pas. Moi, c'est lui le savant. Hein. Moi, je suis qu'un modeste amateur. Mais vous avez vu le recours aux expressions qui reviennent, le poteau rose. Donc, c'est salopard de grec, parce que c'est quand même ça. Non, j'ai pas dit ça. Vous n'avez pas dit ça. J'ai pas dit ça. Attendez, de toute façon, pour moi, j'ai fait un interview cette semaine où j'ai dit on est tous grecs. C'est-à-dire que globalement, on a fait exactement. Oui, ça c'est clair que pour se faire avoir, on va y avoir tous. Non, je ne dis pas que vous l'avez dit, mais il y a des expressions qui courent la sphère médiatique. Les Grecs ont triché. Ça, vous l'avez dit. Mais il y a un instant, je viens de vous montrer qu'ils ont triché de rien du tout, puisqu'ils ont participé à des modes de fonctionnement qui étaient légaux. Donc c'est pas de la triche. Oui, sauf qu'après on a découvert qu'effectivement, à chaque fois, parce que quand il y a 2 points d'écart... On a découvert parce que c'était caché. Oui, parce que vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'on a découvert? Le problème, c'est que. Mais pour répondre à Jean-Luc Mélenchon qui vous dit c'était légal. Qu'on fasse des erreurs de prévision de déficit public. Ça va, mais c'est 1 point, 2 points. Là, vous voyez, on passe de 6 à 13. 7 points. C'est énorme. Donc là, évidemment, on se dit, attendez, c'est pas crédible. Ces chiffres ne sont pas sérieux. C'est ça qui aujourd'hui inquiète. Attendez, non, mais non, c'est pas ça qui inquiète du tout. Il y a un mécanisme d'auto-emballement. Il y a des gens qui ont intérêt à mettre la Grèce à genoux. Ça, c'est un autre débat. Mais enfin, oui, mais c'est un vrai débat qu'on va avoir. D'heure en heure, la situation évolue. Pardon. D'abord, je voulais, par rapport à ce qu'il a dit tout à l'heure, il fait une présentation d'économiste. Il n'y a aucun doute. D'un type d'économiste bien précis qui vous explique que, en quelque sorte, comme le budget d'un ménage, le budget d'un État doit être mis en équilibre, et sinon il y a un déséquilibre structurel, et tutti quanti. Tout le monde a entendu tout ça. Maintenant, moi, je conteste tout, de A jusqu'à Z. Premièrement, quand on parle du déficit structurel,
Au lieu de regarder de manière, le sourcil froncé, le travailleur grec qui s'empiffre, ou comme l'a dit ce lâche de Premier ministre qui a utilisé l'argent pour acheter, oui, grec, ils ont utilisé l'argent pour acheter des maisons et le farniente au lieu de travailler, hein. C'est quand même lui qui a dit ça, c'est quand même une honte. Je vous rappelle qu'il est président de l'Internationale socialiste. Donc, au lieu de regarder ça, on pourrait regarder qu'est-ce qui, dans le budget de la Grèce, par exemple, déjà déconne. Oui. Est-ce que c'est normal qu'ils consomment une telle part de leurs revenus à des budgets d'armement? Pour faire face à quelles menaces? Le problème qu'ils ont avec les Turcs. Les deux sont membres de l'OTAN. Les deux. Et on est incapable de régler ce problème. L'un demande à entrer dans l'Europe, l'autre s'y trouve. On est incapable de régler ce problème. Tant et si bien que les deux se surarment par rapport à un conflit qui, bien sûr, n'aura pas lieu. Oui, Chypre, mais d'autres, parce que il y a la violation des espaces aériens régulièrement, et ils ont commis l'erreur d'acheter des avions américains et d'acheter des avions français qui sont bien meilleurs, et je vous en passe. Mais c'est pour dire qu'il y a des sujets où on pourrait entrer dans la matière de ce qu'ils appellent les déficits structurels en regardant les retraites et les travailleurs, et se demander pourquoi on... oui, mais vous dites bien sûr, mais quand on vous entend intervenir aux 20h, jamais, par exemple, cet élément d'un éventuel excès du budget militaire de la Grèce n'est avancé. Oui, mais moi, combien c'est, vous qui êtes le spécialiste? Au-delà du budget, au-delà du budget militaire, le problème, vous l'avez dit. Combien ça représente du budget de l'État? Vous ne le savez pas, je ne veux pas. Moi, je ne savais pas. Le problème qu'on a aujourd'hui, combien? 5%. 5%. Attendez, non mais vous ne me laissez pas répondre. Vous trouvez ça normal? En France, c'est combien? Ça doit être pas 3, quoi. D'accord. Non. Le problème, si vous voulez, c'est simple. C'est que vous parlez effectivement, vous avez mis le doigt sur le bon problème. Il y a trop de dépenses publiques en Grèce. Non, mais jamais de la vie. Mais si, vous l'avez dit. Sur le militaire et au sens large. Non, j'ai parlé de la... J'ai essayé d'expliquer, j'ai pris un exemple, l'armement. Non, il n'y a pas trop de dépenses publiques en Grèce. Ce n'est pas vrai, il n'y en a pas assez. Attendez, je finis. Il n'y en a pas assez. Vous m'avez pas fini. Je finis. Il y a trop de dépenses publiques par rapport aux recettes. Non. Ah bah... Ben oui, écoutez, le donc il faut augmenter les recettes. Je peux finir. Regardez, vous avez aujourd'hui en Grèce à peu près 20% de l'économie qui est de l'économie parallèle. Donc qui échappe justement à l'impôt. Le rêve des libéraux. Il n'y a plus d'impôts, plus de taxes. Mais non, au contraire, mais justement, c'est parce que la Grèce n'a pas fait cet effort de réforme de son économie, de modernisation de son économie pour lutter contre ça. Vous savez, en 2 mois, janvier, février, depuis le début de la crise, vous savez combien de milliards sont partis de Grèce? 10 milliards d'euros. Ce sont les voyous, ça. Non mais attendez. Oui ou non, ce sont des voyous qui trahissent leur propre pays. Au moment où ça va mal, ils sortent l'argent. Et vous trouvez, la seule chose que vous avez à dire, c'est qu'il faut faire des réformes pour permettre à l'économie parallèle de quoi? Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est pas normal, une situation pareille. Vous êtes d'accord? Voyous. Cela devrait être pourchassé, non? On n'a pas le moyen de savoir où est passé cet argent en Europe. C'est ça le problème, si vous voulez. On doit faire ça au niveau, effectivement, parce que bien souvent, c'est pas uniquement des gros investisseurs, c'est aussi des petits porteurs. Voyons. De pauvres gens, en quelque sorte. Mais non, mais pas du tout. Qui ont vendu 3 sardines et le gros problème que vous avez, c'est que vous n'avez pas modernisé votre économie en Grèce. Et à partir de là, qu'est-ce que c'est moderniser? Moderniser, ça veut dire lutter contre l'économie parallèle. Comment? Voilà, en faisant effectivement justement, en organisant mieux le marché du travail, en organisant mieux la réglementation au niveau des entreprises, en faisant effectivement une recherche... Vous savez que je comprends ce que vous êtes en train de dire? Oui. Vous êtes en train de dire quelque chose qui est incohérent. Et je vais vous montrer, avec le respect que je vous porte, pourquoi. Parce que vous dites qu'il y a un marché parallèle qui a pour caractéristique de se soustraire à l'impôt et, on va dire, aux règles générales. Et vous dites qu'il faut moderniser l'économie. Ça veut dire pourchasser ceux qui trichent. Pas ce que vous venez de dire. Aménager le code du travail, changer les règles, etc. Parce que ces règles, on ne les change dans tous les pays que dans un sens. On déréglemente au nom des turpitudes. Il y a un instant, vous venez de citer le marché, l'économie parallèle et les gens qui sont partis de leur propre pays en le trahissant pour mettre leur argent dehors. Quel rapport il y a entre les deux? Ben voilà, le problème c'est que faut moderniser quoi, là? Non, mais il y a une pression, attendez, il y a une pression fiscale qui est trop forte, et je vais aller dans votre sens. Fiscale qui est trop forte. Je vais aller dans votre sens. Mais oui, c'est ce qui incite. Donc il faudrait relâcher. Donc moins de recettes. Ce qui incite à faire de l'économie parallèle, si vous voulez. Quand vous avez un impôt qui est bas, vous n'avez pas aucun intérêt à faire de l'économie parallèle. Mais vous venez de dire le contraire, qu'il fallait augmenter les recettes pour faire face aux dépenses publiques. Et maintenant, vous voulez diminuer les impôts. Non, je parle d'un pourcentage. Si vous baissez le pourcentage, vous allez avoir plus de gens qui vont se déclarer. Donc vous allez augmenter l'assiette de l'impôt et vous allez avoir plus de recettes fiscales. Vous trouvez que l'impôt est trop fort en Grèce? Vous voulez le baisser à combien? Je vais dans votre sens. Je termine. Aujourd'hui, le vrai enjeu. Ça va. Attendez, le vrai enjeu de la Grèce, c'est quoi aujourd'hui? C'est que malheureusement, c'est triste à dire, mais en entrant dans la zone euro,
c'était le cadeau empoisonné. C'est-à-dire qu'en entrant dans la zone euro, c'est vrai qu'ils ont eu des taux d'intérêt plus bas, ils n'ont pas fait les réformes qui s'imposaient, et surtout, ils se sont supprimés. Attendez, ils ont supprimé l'arme du champ. Marc Toiti, je crois qu'on a parfaitement compris là ce qui vous oppose sur l'analyse actuelle de la situation en Grèce. Je voudrais qu'on en vienne une seconde à une question de vocabulaire. Parce que l'impression que j'ai, moi, en écoutant les reportages et les enquêtes sur la crise monétaire actuelle, c'est que, comment dire, il y a une sorte de double discours. C'est-à-dire, il y a le discours des dirigeants qui est en général repris par les télés, par les radios, qui est en général plutôt un discours lénifiant. En revanche, quand on parle des gens qui ne sont pas des dirigeants, mais des officieux, des conseillers, on a un discours tout à fait différent. Je voudrais juste prendre un exemple. Ça remonte à ce matin sur RTL, chez Jean-Michel Apathy, Alain Minc, homme d'affaires financier et conseiller, paraît-il, de Nicolas Sarkozy, est interviewé. Et écoutez bien, vous parliez à l'instant tous les deux d'économie parallèle. Écoutez bien, lui, en quels termes il dit les choses. La Grèce ne va pas exploser. Je trouve que tout le monde regarde la situation grecque de manière erronée. Vous lisez des choses très doctes sur la Grèce comme si c'était une petite Allemagne pauvre. Le problème, c'est que c'est un pays où il y a 50% du PIB qui est au noir. C'est quoi la rigueur en Grèce? C'est que le fonctionnaire qui quittait son boulot à 17h pour devenir chauffeur de taxi à 17h30, on réduit son salaire de 4%, il va le quitter à 16h et devenir chauffeur de taxi à 16h30. Un pays qui vit ainsi, Dieu merci, n'explose pas. Voilà, alors, c'est lamentable, c'est vraiment écœurant. Parce que l'exemple, avant de savoir si c'est lamentable ou écœurant, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? 50%, c'est faux. D'abord, 50% du PIB qui passe à là, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Hein, je ne sais pas d'où il sort son chiffre. Deuxièmement, cet exemple, mais typique de cette bande de personnages, quoi. Il prend l'exemple du fonctionnaire qui est un branleur, qui s'en va à 16h pour faire le taxi, une activité bizarre. Tout ça est absolument répugnant. Hein, et j'aimerais savoir comment des gens comme lui, déjà, acquittent leurs impôts. Celui-là qui est en train de parler. Bien sûr. Alors ça, c'est une autre question. Oui, c'est une autre question qu'on ne posera pas. Oui, mais si, un homme politique, on va lui dire combien vous avez d'indemnités et machin, et c'est le type qui se goinfre du matin au soir. Vous savez, j'ai fait une fois un débat avec lui. C'était tellement énervé qu'à un moment donné, il dit, quelqu'un lui demandait ce qu'on allait faire de la dette. Et comme il s'attendait à tomber avec moi sur un rustre qui n'y connaît rien, il était parti dans des formules, et évidemment, je les serrais dans un coin. Et alors, au bout d'un moment, il voulait à tout prix, je ne sais pas, il a fini par exploser. Quelqu'un lui a dit, comment va-t-on éponger toute cette dette? Et il a dit, ce qui est la vérité, dans le passé de l'histoire, il y a que deux manières d'éponger une dette trop grande, l'hyperinflation ou la guerre. Et à ce moment-là, j'ai dit, j'espère que c'est filmé, parce que je voudrais qu'on entende ça, parce que ça, c'est de l'économie marxiste, pile poil. Hein. Alors donc, le vernis était tombé d'un coup, et on revenait à des fondamentaux, à savoir qu'on échangera. Mais écoutez, l'économie du monde est en... Mais écoutez, on est en proie, dans l'économie du monde, au fait que la richesse réelle produite et les signes monétaires qui circulent, l'écart est de 1 à 50. Donc, si vous ouvrez une fois les clous, pchouf, tout est emporté. Et donc, vous passez votre vie, les économistes, à boucher les endroits où ça commence à fuir pour pas que tout soit emporté comme dans un barrage. Donc, mais ça sera emporté. Marc Toiti, quand vous entendez cet exemple du fonctionnaire qui fait le taxi après 16h30 ou 17h30, vous dites comme Jean-Luc Mélenchon, c'est lamentable, ou est-ce que c'est ce que vous voulez dire quand vous parliez tout à l'heure d'économie parallèle, mais simplement, lui, il le dit il le dit en termes plus crus. Non, mais déjà, c'est pas 50%, c'est plus 20%, et par définition, sur l'économie parallèle, on ne sait pas combien c'est, parce que sinon, on pourrait la mesurer, donc c'est un peu facile. Et moi, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Ça veut dire ça n'existe pas, selon vous? Non, c'est excessif. Non, ça c'est excessif. C'est sûr que c'est excessif. Hein, je veux dire. Mais le problème numéro 1 de la Grèce, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que, et ça aussi, aujourd'hui on découvre la Grèce. Attendez, ah oui, c'est la spéculation, c'est un méchant spéculateur. C'est pas tombé du jour au lendemain cette affaire-là. Ça fait déjà des années que ça dure. Et sauf que le problème, si vous voulez, la crise grecque, c'est plus grave que la crise grecque. D'accord. Alors juste une chose, parce que quand même ces questions de niveau de langage, moi, m'intéressent. Vous tombez tous les deux d'accord pour dire ce type de caricature. Mais ça va marcher. C'est de la caricature. C'est lamentable, etc. Alain Minc est conseiller de Sarkozy. Bon, donc on peut penser qu'en privé, je veux dire, quand ces gens-là se parlent, et quand ils parlent de la Grèce, ils en parlent en ces termes-là. Ouais, on peut le penser. Non, mais j'en sais rien. C'est inquiétant. Vous admettez qu'on peut le penser. C'est inquiétant, c'est tout ce que vous voulez, mais on peut le penser. Le problème qu'on a, si vous voulez, c'est qu'encore une fois, on a créé justement la zone euro pour éviter tout ça. C'est-à-dire que. Ma question, c'est pourquoi le discours politique officiel est à des années-lumière de ce qu'on entend là. Je veux dire, quels sont les mécanismes? Non, ce qui est intéressant, c'est de voir comment des gens de pouvoir, ça c'est un mécanisme qu'il faut comprendre. Parce que tout n'est pas objectif dans la vie économique et politique. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, il y a
beaucoup il y a des décisions humaines, il y a des paramètres qui sont liés à la bêtise, des fois. Il y a de la psychologie, il y a de la panique, il y a tout ça. Ouais. Là, dans un cas comme celui-là, ce dont je suis certain, c'est que le président Sarkozy, mais là, c'est pas un point de vue idéologique, c'est un point de vue humain. Le président Sarkozy, comme tous ceux qui sont au pouvoir, c'est pas quand vous êtes au pouvoir que vous vous ressourcez. Quand vous arrivez au pouvoir, on presse l'éponge et il sort ce que vous avez accumulé avant. Le président Sarkozy, c'est un homme de la période du libéralisme triomphant. Toute sa tête est organisée sur l'idée qu'en dérégulant... non, mais je veux dire dans le monde. Ah d'accord, parce qu'en France, on n'a jamais connu ça. Ouais. Heureusement, heureusement. On a beaucoup souffert. On a beaucoup souffert, mais grâce aux acquis du programme commun, la logique meurtrière a été retardée. Mais le président Sarkozy, c'est ça qu'il a dans la tête. Et donc, lui et toute cette bande sont persuadés que... au fond, c'est comme dans l'ancienne Union soviétique du Gosplan, quand ça n'allait pas, on rajoutait du Gosplan. Donc là, ça ne va pas, donc on rajoute du libéralisme. Et c'est pourquoi, à peine sorti d'une horreur comme celle qu'ils viennent de vivre électoralement avec les régionales, hop, ils passent à la réforme des retraites parce qu'ils se disent il faut y aller, il faut y aller, il faut déréguler, et le pays finira par tomber à genoux. Excusez-moi, c'est exactement le contraire qui s'est produit. C'est-à-dire que depuis, effectivement, alors c'est vrai que peut-être dans le marketing, on a voulu faire croire qu'il y avait du libéralisme, mais dans la réalité des chiffres, encore une fois, quand vous regardez le poids des dépenses publiques dans notre PIB français, il ne cesse d'augmenter depuis 30 ans. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, on n'a pas fait plus de libéralisme, on a fait plus de dépenses publiques. Et on s'est dit, ben voilà, on va. Si bien qu'aujourd'hui, on est à plus de 55% du PIB en France de dépenses publiques, mais c'est les chiffres de l'INSEE. Et le problème, c'est quoi? Vous savez comme moi, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons une augmentation de la pauvreté. Donc moi, je suis pour un État fort, je suis pour des dépenses publiques, mais des dépenses publiques efficaces. Depuis 20 ans, 30 ans. C'est incroyable. Mais c'est vrai, on les augmente, voilà. mais pourtant on a moins de croissance. Stop, je viens de vous prendre la main dans le pot de confiture. Et on a plus de pauvreté. C'est qui est dramatique. Oui, voilà. Lui qui est la main dans le pot. Vous avez tous entendu la démonstration. 50% de dépenses de 55. Voilà. Alors là, vous êtes tous morts de peur, de l'argent qui est pris par la bureaucratie. Attends. Et juste après, non. Mais l'effet psychologique. Non, oui, on va dire que s'il y a ça et qu'il y a plus de croissance, je signe. Oui, si commence à modérer, comme tous ces gars, ils font tous pareil. Deuxième temps de l'explication, il y a de plus en plus de pauvres, d'accord? Et donc, celui qui nous écoute, si on n'entend que lui, on entend une chose, plus il y a de dépenses publiques, plus il y a de pauvres. C'est ça qu'on retient. L'effort pédagogique. Et voilà. Moi, c'est bien ce que vous vouliez dire. C'est exactement ce que je veux dire. C'est-à-dire que ce modèle qui est formidable quand il marche pas, il est catastrophique. Donc comprenez? Donc, mais ne rigolez pas, c'est dramatique. C'est bien, je l'ai fait rire. Non, mais bon, d'accord. Alors, le gars, il commence par dire, c'est un désastre, mais quand ça marche, c'est formidable. Mais non, mais si vous voulez, écoutez-moi. c'est ça le problème. Oui, non, c'est pas le problème. Vous racontez des histoires. Oui, vous racontez des histoires. Quand l'argent public... Réfutation, au-delà du rire, réfutation. Oui, parce que il faut d'abord savoir que cet argent qui est pris, et qu'il retourne dans l'économie. L'État n'en fait pas un tas qu'il met dans un tiroir caché, et puis il dit on attend là et on reviendra. Mais est-ce que c'est efficace? Tout retourne. Attendez, c'est une autre question, monsieur, de savoir comment sont allouées les ressources, et une autre de bien reconnaître que 55, je prends votre chiffre, 55% de la richesse est prise pour être remise dans le pot. Au passage, il n'en disparaît absolument rien. Même un salaire de fonctionnaire, c'est de l'argent qui retourne dans la consommation. L'économie, c'est que de la plomberie. La question, c'est de savoir par où on fait ressortir dans les tuyaux l'argent. Alors voilà, on est d'accord. Voilà. Donc, quand vous dérégulez, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve qu'il y a un gars qui est au bout de la chaîne, dont lui, qui font partie des gens qui conseillent aux autres et qui disent, là, on va faire une réserve. Le tuyau passe, il chouf, ils remplissent. Et ensuite, ils vont mettre tout ça en action, en produits dérivés et en machin, et tout fout le camp en fumée tous les 5 ans. Oui, mais c'est comme ça que ça se passe. Ou bien vous le donnez aux gens, c'est la dépense publique. Quel est le premier investisseur de ce pays, monsieur? Quel est le premier investisseur? À quel niveau? Investisseur productif, vous voulez dire productif? Allez, dites-le. Productif, ça doit être l'État. Non, ce sont les collectivités locales. C'est pas vos chères entreprises. Quand je dis l'État, c'est pas vos chères banques, c'est pas vos chères assurances. Attendez, c'est mal compris. Ah oui, on s'est mal compris. Moi, je vous l'ai dit. Moi, j'ai très bien compris ce que vous disiez. Moi, je suis pour un État fort. Vous voilà partisan d'un État fort. Mais oui. Et stratège et intervenant. Ça s'appelle la planification, ça. Non. Si De Gaulle la faisait, c'est pas une honte. Voilà, un État efficace. Parce que c'est vrai, quand on voit le TGV, le nucléaire, etc., à la base, c'est des investissements publics. Décision d'État, jamais d'une boîte privée. Mais justement, c'est normal. Alors allez, dites-nous ce qu'est un État efficace. Comment devrait-il investir? C'est à ça que sert l'État dans l'économie. À faire des investissements
avec un retour sur investissement sur très long terme, ce que ne peuvent pas faire le secteur privé. C'est là qu'est le rôle de l'État dans donc l'économie. vous faites partie de ces gens qui disent que la dette a des aspects sains. Mais évidemment. Ah, très bien. Non, mais parce que l'habitude, ils répètent tous comme des moulins que la dette, c'est les générations futures qui vont la payer, qui est une catastrophe. Moi, je dis une chose simple. Point d'ordre, par exemple, on a regardé toutes vos interventions aux 20h, on vous a jamais entendu dire aux 20h, par exemple ça. Par exemple ça. Peut-être pas aux 20h, mais assez dans l'air. Mais ils lui demanderont pas, ils le pensent peut-être, mais ils vont pas lui demander ça. Par exemple, on vous a jamais entendu dire que la dette a des aspects sains. Moi, voilà. Oui, non, mais encore une fois, parce qu'on va pas forcément poser la question. C'est que vous le dites ici comme une concession à Mélenchon, ou c'est que les gens qui viennent. Je l'ai écrit dans mes papiers. Si vous lisez mon livre, je l'ai écrit dans mon livre il y a un an. C'est les gens qui viennent vous interroger pour la une et pour la deux, vous le demandez jamais. Jamais lui demande, parce que sinon il le dirait, c'est bien le risque. Mais sinon, il le coupe au montage. Mais ce gars-là est économiste. Il le sait que la dette a du bon. Mais quand je fais mes conférences, je fais plus de 200 conférences par an, donc je le dis ça, je dis on a besoin d'un État, mais il faut que cet État soit efficace, parce qu'aujourd'hui, c'est ça le problème. Allez, on va regarder l'efficacité maintenant. Mais voilà, vous avez 55% des dépenses publiques du PIB. Vous ne pouvez pas faire 45% du privé qui paye 55% éternellement. C'est ça qui me fait peur, moi, aujourd'hui, en tant que Français qui aime son pays, je me dis, attention, si on continue comme ça, vous allez avoir donc un État de plus en plus inefficace. Et si on augmente encore les dépenses publiques, eh bien vous allez avoir, malheureusement, comme ce qui se passe depuis très longtemps, de l'évasion fiscale, des boîtes qui vont dire on va aller à l'étranger, des Français qui... Non mais vous pouvez pas dire des traîtres. Si, des traîtres à la patrie, les gens qui s'en vont, qui enlèvent leur argent pour en priver leur pays, ça s'appelle des traîtres. Mais non, pas du tout. Non, ça s'appelle quoi? Parce qu'aujourd'hui... Ça s'appelle quoi? Ils n'ont pas été élevés par ce pays, ils n'ont pas gagné leur argent ici, leurs gosses n'ont pas été éduqués par le service public, ils n'ont pas été soignés par la sécurité sociale, donc ce sont des traîtres. Le terme est un peu fort, excusez-moi, mais enfin bon. Trouvez-moi un autre, je veux bien un rabat d'un tiers. Vous prenez une entreprise. Quel serait le vôtre? Non, je veux dire, vous prenez une entreprise qui aujourd'hui est internationale. Vous parliez à l'instant des gens qui vont mettre leur argent. D'abord, j'ai parlé des entreprises qui parfois, à cause d'une pression fiscale énorme, pour simplement continuer de vivre, continuer d'exister, sont obligés. L'impôt sur les sociétés, par exemple. Je vous donne un exemple. En Allemagne, il a été baissé à 20%. Nous, on est encore à 33%. Mais qu'est-ce que vous racontez? Non, mais c'est vrai. J'ai connu l'impôt sur les sociétés à 40%. D'accord. Et alors, il n'y avait pas d'industrie en France? Mais le monde évolue. Ah, voilà. C'est bien ce qu'on dit. Le monde évolue. Il faut s'adapter. Oui. Non, c'est pas s'adapter. Il y a 30 ans. Ça, c'est s'auto-ruiner. Il y a un instant, vous disiez, c'est ça qui ne va pas dans votre raisonnement. Si vous trouvez les dépenses de l'État excessives, je ne les trouve pas excessives. Je peux vous répondre, qui a vidé les caisses de l'État? Les dépenses inefficaces sont excessives. Mais vous n'avez pas dit en quoi elles consistaient, ni où elles étaient. Vous avez parlé tantôt de la pression fiscale, vous n'avez pas encore dit une seule dépense inefficace. Mais moi, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple très simple. Très simple. Vous pouvez aller voir sur le site de l'INSEE, là, je le fais régulièrement, les dépenses de fonctionnement. Donc toute administration. Donc c'est les dépenses de fonctionnement, c'est les salaires, c'est les frais de bouche, enfin tous ces trucs comme ça. Non, pas les frais de bouche. Allez-y, parce que dans le grotesque, vous dire le papier, le bureau, l'électricité. Toutes les dépenses hors investissement. Ça augmente par an en France depuis 2002, tenez-vous bien, de 9,5 milliards d'euros. Donc, si on avait dit... Qu'est-ce que c'est par rapport à la masse totale de la dépense de fonctionnement? Justement, c'est rien, c'est que 1%. Mais si on avait fait l'effort de se dire... Non, mais vous n'avez pas commencé par dire que ça fait 1%. Vous avez commencé par dire que ça faisait 9 milliards d'euros. Je le dis maintenant. Oui, parce que je vous l'ai demandé. Je l'aurais dit quand même. Alors, donc, des dépenses de fonctionnement qui augmentent d'1% par an, c'est trop? C'est de la dépense inefficace? Attendez, je termine. Il y a les salaires dedans. Si vous aviez derrière fait simplement, je ne parle pas de dire on va les baisser, juste zéro. Depuis 2002 à aujourd'hui, vous voyez, on aurait plus de 70 milliards d'euros d'économies. Là, on pourrait faire un vrai investissement. Là, on pourrait faire un vrai plan de relance. Mais enfin, non mais attendez, il faut reprendre ce gars-là prétend être scientifique. On a largement dévié de la Grèce depuis le début. Non, c'est pas suffisant. Parce que là, on a enfin, j'en tiens un, il me tient. Alors donc, on peut s'expliquer tous les deux. C'est passionnant. On regarde passer les balles. Et puis, non mais écoutez, il a au moins la sincérité de ses explications. Non, mais c'est absolument passionnant. Et moi, ce que je me dis, c'est pourquoi on n'a pas ça tous les soirs à la télé à 20h. Bon, enfin, ça, c'est tout le monde, il paraît que ça n'intéresse pas les gens. C'est dommage, non? Ça, je pense que ça doit intéresser les gens. Je voudrais juste, alors c'est un point de détail, mais puisque je vous tiens, revenir une seconde à la Grèce. Il y a une question qu'on entend beaucoup poser à propos de cet argent qu'on va leur prêter, c'est est-ce qu'ils pourront rembourser? Alors celle-là, on l'entend énormément poser. On va donner un petit échantillon, mais il y en a une autre qui est beaucoup moins souvent posée. Il faut tendre l'oreille pour l'entendre. On écoute les questions. Beaucoup d'experts et de spécialistes disent que le rééchelonnement de la dette grecque, c'est-à-dire le non-remboursement d'une partie de ses crédits, est la seule solution pour permettre à ce pays de s'en sortir. Et les mêmes spécialistes disent qu'on n'y échappera pas. Qu'en pensez-vous, François Baroin? Il n'est pas question une seconde d'imaginer une restructuration de la dette.
Vous êtes pour cette certain année. que la Grèce peut faire face à ses obligations une fois qu'elle aura appliqué son plan de rigueur? Elle va le faire. Vous êtes certain que la Grèce... Elle va se remettre à niveau. Et il y aura des clauses de rendez-vous. Et il y aura des points d'étape. Et nous reviendrons chacun des pays régulièrement devant le Parlement. Vous êtes certain que la Grèce remboursera l'argent aux pays qui lui prêtent aujourd'hui? Et que la France notamment... Avec les mesures qui sont proposées, avec le niveau de restructuration, avec l'étalement dans le temps, c'est le pari de la confiance, c'est le pari de la solidarité, c'est aussi le pari de l'unité, c'est le pari de la défense. Parfois on perd les paris. Parfois les spécialistes se trompent aussi. Ça surprend quand même de trouver 4 milliards dans les caisses de l'État pour les donner aux Grecs, alors que... Mais on ne les a pas trouvés dans les caisses de l'État. D'abord, c'est pas 4, c'est 6. Oui, mais 4 pour cette année, enfin, bon, 6. Non, mais bon. Et en même temps, on les a pas trouvés, on les emprunte. Et d'ailleurs, c'est ce que font tous les États, c'est ce que fera l'Allemagne, c'est ce que feront tous les États. On les emprunte à un taux d'environ 1,4 ou 1,5% et on les prête aux Grecs à 5%. Et vraiment sans risque pour la note française? Oui, parce qu'on parle de 120 milliards maintenant de besoins pour la Grèce. On les prête à 5%, donc le contribuable français, nous ferons un gain là-dessus. C'est bon pour la Grèce, mais c'est bon aussi pour les finances du pays, c'est surtout bon pour la zone euro. Alors il y a deux choses dans ce qui vient d'être dit. Il y a le rééchelonnement, est-ce qu'ils pourront rembourser, est-ce qu'ils ne pourront pas rembourser? Et il y a effectivement une question qui intéresse beaucoup moins les journalistes et les responsables publics ne sont jamais relancés là-dessus, cette histoire de on emprunte à 1,5 et on prête à 5%. Alors d'abord, c'est faux, le chiffre est faux, on n'emprunte pas à 1,5, on emprunte à 3, quelque chose. Déjà, il se plante, ça commence mal pour un ministre du budget. Comment ça se passe? Oui, non, mais comment c'est plus ministre du budget? Non, mais c'est ah oui, les ministres du travail. Non, mais le Baron avait dit la même chose sur RTL. Non, mais comment? Alors, non, mais je veux dire, tout le monde est capable de rectifier ça. Comment expliquer? C'est pire qu'une armée d'occupation. On les aurait envahis. Comment expliquer D'accord. Ok. Première chose. Comment expliquer qu'ils se plantent? Enfin, je veux dire que le chiffre qui est avancé peut-être par deux ministres français soit faux. Alors, il y a une solution, c'est que si effectivement le taux d'intérêt d'emprunt de l'État français à 10 ans, il est à 3,3%. Mais s'ils empruntent à 1 an seulement ou à 2 ans, effectivement, il est autour des 1,5. Ah, voilà. C'est peut-être ça. Peut-être fait de la restructuration de la dette. C'est peut-être ça qu'il va faire. Mais toujours est-il que l'État français, il emprunte à 1,5 sur le marché. Aujourd'hui, le taux sur le marché, vous avez des taux à 1,5 pour les États. Le taux à 1 an, oui, tout à fait. Le taux à 1 an et à 2 ans. Alors, ça va vous donner des idées, ça. Vous allez emprunter. Bien sûr, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la dette, ce sont des titres qui sont continuellement renégociés. Vous savez, quand on dit aux gens la dette pour les générations futures, oui, enfin, si on veut, hein, parce que tout ça est continuellement renégocié. Tous les jours, on vend des titres de dette, on en rachète, on réemprunte pour bon. Donc oui, je suis content de savoir. Je ne savais pas qu'à court terme c'était 1,5. Donc pour l'instant. Oui. Vous avez appris quelque chose. Oui, j'ai appris quelque chose, mais ça veut dire que là, il y a des aspects que mes camarades n'avaient pas vus, qu'il va falloir qu'ils m'expliquent. Mais là, oui, ça veut dire qu'il y a de la poire pour la soif. Un an, mais c'est une dette à 1 an. Attention. Et alors? Mais attention, regardez le coût de la dette. Moi, ça m'arrange si je suis l'État d'emprunter à 1 an. Qu'est-ce que ça me fait? Mais regardez le cas de la Grèce. Parce que le cas de la Grèce, c'est quoi? C'est que le taux à 10 ans, maintenant, il est à 11%. Mais le taux à 2 ans, il est à 20%. C'est-à-dire qu'en fait, on estime que c'est plus dangereux de prêter à 2 ans, parce qu'à 2 ans, là, il y a un risque de défaut, effectivement, qu'à 10 ans... Donc là, oui, il y a le risque de défaut maintenant, à 20%, il est colossal. Moi, j'ai connu le hasard de la vie. En Argentine, déjà, ils étaient en train d'appliquer les méthodes qui réussissent si bien à la Grèce, le FMI, tout ça, ils étaient passés sur le corps de l'Argentine, et c'était l'hyperinflation, une pagaille indescriptible, et j'ai vu les billets de banque avec de l'encre fraîche, vous voyez, on imprimait plusieurs fois dessus. La solution pour éteindre l'incendie, c'est un paquet de pognon, c'est comme on a fait pour les banques, puisque la Banque Centrale Européenne a été, je l'ai dit tout à l'heure, à mettre sur la table jusqu'à 9% du PIB. Là, on a un petit pays qui représente 3%, dont la dette c'est 1,6 du total de la richesse produite par l'Union, et on mégote. Pourquoi? Parce qu'il y a un article 123 du traité de fonctionnement de l'Union européenne qui interdit à la Banque centrale de prêter directement aux États. Donc n'importe quelle banque doit aller voir n'importe quel pays doit aller voir les banques privées. Et donc elle est soumise à la loi dite du marché, qui, comme vous le savez, est une loi absolument infaillible, puisqu'il y a des agences de notation qui, elles, sont en état de savoir dans quel état va les payer. Enfin, vous connaissez tout ça, comme moi. Tout ça est une vaste escroquerie. Et je le redis encore une fois, il y a des moyens techniques d'étouffer l'incendie. Mais vous avez vu qu'ils préfèrent mourir que de tuer le système. Pourquoi on leur prête à 5%? Voilà, mais c'est ça qu'il nous faut aux poudres. Si vous voulez, c'est-à-dire qu'en fait... Non, mais déjà, pourquoi on leur prête à 5% de l'argent qui nous coûte 1,5? Voilà, parce qu'en fait, simple, parce qu'on veut prendre une prime de risque pour nous.
C'est-à-dire que globalement, c'est ça qui a mis le feu aux poudres, enfin une nouvelle fois. Parce que, bon, quand on a annoncé le plan de 30 milliards, on dit bon, ok, pourquoi pas, mais notamment les Allemands, mais nous aussi, on a dit non, mais on veut bien vous prêter, mais avec ce qu'on appelle un spread, c'est-à-dire un écart de taux d'intérêt supplémentaire pour que nous, si on vous prête, on ait au moins une marge de manœuvre, on ait au moins une prime de risque. Donc implicitement. Une prime de risque, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on anticipe qu'ils ne vont pas rembourser. Non, pas jusque-là, mais ça veut dire qu'on demande à la Grèce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi une prime de risque? Ça veut dire qu'on fait. On veut bien leur prêter, mais en gagnant de l'argent. On dit, écoutez, vous n'êtes pas fiable, hein, donc ça va vous coûter plus cher. Mais vous venez de toucher du doigt l'absurdité de ce truc. Parce que, alors, c'est là où c'est pas si absurde que ça. Vous allez me contredire si je me trompe sur la technique. Donc, moi, je vous prête à vous 1000 euros. Mais finalement, vous avez une tête qui ne me revient pas, et je vais le voir lui, et je lui dis, il faut m'assurer. Parce que ce gars, il n'est pas fiable. Alors, il va me dire, écoutez, d'accord, je vous assure que je vous donne les 1000 euros s'il ne paye pas, mais vous allez me donner à moi, mettons, 100 euros. Hein, d'accord? Ce qu'on appelle les CDS. Alors voilà, j'écris sur mon papier, il est marqué, j'ai une assurance. J'ai une assurance, et jusque-là, tout va bien. Je suis lié à vous, j'ai intérêt à ce que vous remboursiez, et celui-ci, il a intérêt à ce que vous me remboursiez. Supposez qu'arrive M. Schneiderman, qui n'a rien à voir avec nous trois, et il rachète juste le bout de papier. Il n'a rien à voir avec vous, il n'a rien à voir avec lui. Il achète juste le bout de papier à 100. Et il se dit, 20 Dieu, pour 100, si jamais il se pète la gueule, je ramasse 1000. Vous avez compris? Voilà. Donc vous avez une bande de gens qui sont là à attendre que la Grèce tombe par terre pour pouvoir venir avec leur paplard dire maintenant rendez-nous la dette de la Grèce parce que nous on l'a acheté pour le 10e de sa valeur. Et c'est cette affaire-là, depuis le début, qui pourrit la vie, qui a mis le feu aux poudres, hein, parce qu'il y a un effet automatique, il y a un effet de système. Il n'y a pas des comploteurs dans une chambre qui décident d'égorger la Grèce. On peut juste dire qui est cette bande de gens? C'est qui? Eh bien, des spéculateurs, des fonds, c'est anonyme, ça n'a pas de visage, c'est des institutions. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que attendez. Regardez, par exemple, moi j'ai 100 dans ma boîte, là, comme vous, c'est vous, monsieur Schneiderman, vous avez 100, et puis vous dites, la Grèce, elle va se casser la figure, et je vais avoir 1000, c'est fabuleux. Vous courez voir monsieur Touati, et vous lui dites, vous me prêtez, parce que j'ai un papier qui va valoir 1000 dans 8 jours. Lui, il se dit, bonne coinche. Et hop, il vous prête. Ce qui vous met, c'est le CDS. Et on empile, mais on empile des montagnes de papier sur le fait que lui va se casser la figure. En gros, c'est pas un mauvais vulgarisateur, Mélenchon. Ouais, ça va, ça va. Sauf qu'on va pas rentrer dans la technique, mais c'est pas grave. Mais disons, non, mais le vrai enjeu quand même, c'est que cette spéculation, elle tombe pas du ciel. C'est-à-dire que, je suis d'accord avec vous, on aurait pu stopper l'hémorragie il y a déjà longtemps. Si on avait dit, stop. On met effectivement, on est une zone intégrée, on est solidaire. Voilà, on leur casse les Donc, on fait un moratoire de la dette comme on a fait pour l'Argentine, parce que moi, je pense que c'est ce qui va se passer à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, on va dire, comme pour l'Argentine, et c'est vrai qu'en 2000, qu'est-ce qui a mis le feu aux poudres? L'Argentine était dans une situation difficile parce qu'elle avait un peso égal à $1. Bref. Le FMI. Un truc de fou, c'est-à-dire un taux de change qui n'avait aucun sens. Le FMI arrive, dit, on veut bien vous prêter de l'argent, mais il faut faire des réformes. L'Argentin, d'accord, on fait des réformes, rigueur, donc il meurt encore plus. Il y a une récession, la récession s'aggrave, et à la fin, ils disent, écoutez les gars, il faut qu'on s'arrête. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un moratoire, ça veut dire un rééchelonnement. Un rééchelonnement. D'accord. Ou même. D'ailleurs, je vous voyais tous les deux pendant l'extrait, vous en tombiez d'accord? Ce qui veut dire que quand tous les ministres nous répètent en chœur, il n'y aura pas de rééchelonnement et la Grèce payera tout, tout le monde sait que c'est faux. C'est sûr? Tout le monde sait, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Il peut se passer un truc pour un gouvernant. C'est pour ça que l'autre pomme de Papandréou lâche tout. Parce qu'il se dit, lâchez-moi, lâchez-moi. Il annonce n'importe quoi, qu'il va vendre les îles, qu'il va tondre les gens, prennent le 10e mois, le 9e, le 6e, parce qu'il n'a qu'une hâte, c'est que les taux descendent. Et quand les taux descendent, la presse et la meute vont aller ailleurs, et lui, quand les taux descendent, hop, il va revendre ses titres, il va remprunter de l'argent moins cher pour payer les titres de la dette précédente, etc. C'est pourquoi ils sont prêts à lâcher tout. Sauf que, aussi longtemps que les institutions financières les tiennent à la gorge, ils devront cracher. Voilà. Donc Papandréou, au lieu de briser les reins à la spéculation, comme il pourrait le faire, moi je sais ce que je ferais dans ce pays. Hein. Si mon pays était attaqué, je sais ce que je fais. Hein. C'est coup pour coup. On pourrait faire une chose, nous les Français, on est impliqués dans cette affaire. Moi, vous me menacez, je vous rends les coups. Je ne laisserai pas tondre les Français. Par exemple, vous êtes une banque, je vais vous dire, ah bon, vous prêtez à 10%, très bien, je vais vous faire un emprunt forcé équivalent à ce que vous me prêtez. Donc vous me tenez à la gorge, je vous tiens à la gorge. Mais qui fait ça, la Grèce? La Grèce, elle ne peut pas, mais nous, on peut. Je parlais de la France, là. Enfin, regardez, on n'est même pas solidaire pour prêter de l'argent. Alors, pour faire ça, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas se tromper de débat. Il a dit, hein, il est d'accord. Ça marcherait? Non. Ça marcherait ou pas? Non, mais ça, c'est un jeu non coopératif. La zone euro, elle explose si on fait un truc comme ça. Pourquoi? Parce que
Mais bien sûr que non, elle n'explose pas, ça montre qu'il y a une autorité. Non, mais pourquoi faire ça alors qu'on peut faire aller beaucoup plus simple? Si vous voulez, le problème, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus simple? Vendre les îles maintenant? Mais non, mais on peut. Vous l'avez dit vous-même, c'est pas des montants exorbitants. Le FMI peut soutenir. Et le problème, c'est que on refuse tout ça, et pourtant, c'est ce qui va se passer à la fin. Alors, on parle de l'Allemagne. Oui, non, mais attendez, c'est très important. Il me donne raison sur un point de raisonnement qui est quand même essentiel. Maintenant, ce que je veux dire pour terminer, on pourrait éteindre l'incendie. C'est qu'il ne faut pas se tromper d'ennemi. Le débat, c'est vrai que la dette publique, c'est embêtant. Le débat, c'est quoi? Regardez l'Argentine. C'est la possibilité de faire de la croissance économique. Comment l'Argentine, elle est sortie du trou de l'enfer? Elle a dévalué sa devise. Donc moi, c'est ce que je dis depuis un an, plus d'un an. On a un euro trop fort, on a une banque centrale européenne qui ne regarde que l'inflation et qui refuse de voir la croissance, qui sacrifie la croissance sur l'autel de l'inflation. Et c'est tout ça qu'on paye. La crise grecque, c'est une crise de gouvernance de la zone euro depuis 10 ans. Donc alors, voilà, c'est ça ma grande déception. On a passé beaucoup de temps sur la Grèce. Je voudrais juste qu'on dise un mot de l'Espagne, du Portugal et éventuellement de la France, en prenant comme support un reportage du journal de France 2 de cette semaine. On l'écoute, on en discute après. Les suites maintenant de la crise financière en Grèce et ses conséquences, avec toujours une grande nervosité sur les marchés financiers. Ce que craignent les investisseurs, c'est la contagion, ce qu'on appelle l'effet domino. Peut-on redouter un effet domino, une sorte de contagion dans toute la zone euro? En tout cas au Portugal, pour calmer les marchés en panique, le Premier ministre et le chef de l'opposition se sont présentés côte à côte et ont annoncé ensemble un plan d'austérité. C'est l'union sacrée. L'Espagne, c'est le domino suivant. Même cause, mêmes effets. Déficit trop lourd à résorber. Ce soir, la dette espagnole vient de voir sa note dégradée d'un cran. À Madrid, la bourse a chuté fortement, le gouvernement tente de rassurer les marchés. Si ces marchés ne sont pas convaincus, le vent de folie pourrait se propager à l'Irlande. Pour l'instant, rien ne laisse penser que la France puisse être menacée par la contagion. Alors, bien sûr que si, dit Jean-Luc Mélenchon, tout laisse penser que la France puisse être menacée. Pourquoi? Mais parce que tout ça n'a rien d'objectif. Au moins, on n'est pas d'accord sur l'analyse, mais on arrive à des conclusions. Tout ça n'a rien d'objectif. En effet, il y a une dette, mais il faudrait... On n'a pas eu le temps de discuter de cette histoire de ratio d'endettement par rapport à une année de production. Hein, c'est ce que vous entendez tous les jours. C'est sur la France. Oui, bah, évidemment. Ceux qui sont à l'affût, là, hein, bon, ils vont finir par réussir à provoquer la catastrophe. Pourquoi? Parce que si la Grèce est plantée, si les Espagnols sont plantés, bah vous avez déjà des banques françaises qui, elles, ont plein de papiers, qui ont prêté de l'argent. Donc ceux-là, leur papier, c'est de la fumée. Donc elles vont être obligées d'annoncer qu'elles vont mal. Et par contagion, toutes les économies vont finir par s'effondrer. Mais le point de départ, c'était qu'il faut briser cette affaire-là. Ils vont passer d'un pays à l'autre avec les mêmes prétextes, la dette. Mais des dettes, il y en a dans tous les pays. Vous évaluez la menace sur la France avec le même degré de probabilité, on va dire. Pour l'instant, il y a deux choses. Alors, moi, je suis un patriote. Hein. J'ai pas dit que la France était menacée. J'ai dit que des salopards sont déterminés à la vampiriser. C'est pas pareil. Hein. Ouais, mais les salopards, ils tombent pas du ciel. Si les salopards sont déterminés à la vampiriser, elle est menacée. Oui, mais c'est pas la même nature de problème. Oui, mais si, c'est-à-dire, enfin, c'est un problème de lutte. C'est pas pareil. Non, mais c'est ça qu'il veut pas entendre. Ne remettez pas sur la lutte des classes, c'est une conséquence. Bien sûr que si, qu'on est sur la lutte de classe. On est complètement sur de la lutte de classe. Je réponds à la question. C'est qu'effectivement, aujourd'hui, c'est simple. En fait, alors il y a un point positif, un point négatif. Le point négatif, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, quand on regarde les déficits publics en moyenne annuelle de 2002 à 2009, vous avez numéro 1 la Grèce, 5,5% par an. Numéro 2, le Portugal, 4,1% par an. Numéro 3, la France. 3,9% du PIB par an de déficit public. Donc, pour l'instant, pourquoi on est sauvé, on est parnassé? Parce que, par chance, les agences de notation mettent ça de côté et continuent de noter la dette publique française triple A. C'est-à-dire la meilleure note possible. Pourquoi? Elle nous aime? Je pense qu'il y a la France a effectivement, on va dire, des acquis. La France a globalement mais pourquoi? Une puissance. Non mais attendez. Parce juste expliquez-moi pourquoi. Moi je pense, le fond de ma pensée c'est quoi? Je le dis, je ne vais pas avoir des problèmes derrière. Mais bon, le vrai enjeu c'est quoi? C'est que globalement, on sait très bien que si aujourd'hui on dégrade la France, parce qu'on pourrait le faire. On pourrait le faire. Objectivement, elle pourrait le faire. Quand on voit, parce que ça veut rien. Là, pour le coup, une conséquence économique sur la zone euro, et puis même en interne sur la France, sur le deuxième pays de la zone euro quand même, et de l'Europe, qui serait quand même dramatique. Donc je pense que là, là aujourd'hui, il y a une sorte de... On est quand même, les agences de notation se rendent compte. Non mais tout ça est donc purement arbitraire, politique. Là, il y a de l'arbitraire, c'est évident. Politique. C'est évident, mais bien sûr. Mais parce que vous vous rendez compte les conséquences derrière.
Question annexe, c'est un marché concurrentiel, les agences de notation, elles sont 3. Comment se fait-il que les 3 raisonnent de la même manière? Parce qu'ils ont le même modèle plus ou moins. Et vous savez, les dirigeants font aussi du lobbying, etc. auprès des agences de notation. Mais il n'y a pas que... Moi, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est pas moi qui l'aurais dit, c'est lui. Mais pourquoi ces agences de notation? Vous avez la même analyse de la raison pour laquelle la France n'est pas dégradée par les agences de notation? Oui, c'est une affaire de rapport de force. Imaginez-vous, une agence de notation, elle ne vit pas suspendue dans le ciel et dans l'air. Elle est rétribuée par des gens qui empruntent à d'autres. La France la paye? Non, vous allez voir comment ça se passe. Une agence de notation, il ne faut plus tuer la bête. Tous les gens qui mettent en circulation des titres d'emprunt viennent les voir pour la notation. Donc je pense que quelque part dans ces bureaux, il doit y avoir des gens qui se disent « il ne faut pas y aller trop fort, on va finir par tuer la bête ». Donc ils passent d'un pays à l'autre. Et à chaque fois, on éteint l'incendie dans un endroit, on le rallume à l'autre, et ainsi de suite. Donc moi, ma crainte, c'est qu'ils viennent sur la France. Je veux dire, je considère que je suis un élément de dissuasion. Vous? Oui, oui. Youpi. On a Mélenchon. Pas Mélenchon, non. Les gens comme moi. Parce que si vous créez le bazar dans ce pays, à vouloir faire payer par le peuple français ce que vous êtes en train de faire payer par les Grecs, vous allez tomber sur des gens comme nous. Et des gens comme nous feront ce qu'il faut. Souriez, monsieur. Il y en a d'autres qui ont vous m'inquiétez, là, je me dis où je vais partir, mince. Si vous partez, vous ne reviendrez pas. Merci, c'est une menace. Ouais, c'est une promesse. J'ai pas l'impression de partir. Déjà, j'espère que vous ne serez pas élu, parce que sinon, ça serait difficile à gérer. J'espère. Non, mais là, la France sera dans le beau drap, oui, c'est clair. On a déjà connu ça en 1789, ils partaient tous. Quand ils sont revenus, on les a tendus. C'est intéressant l'image que vous donnez là. Mais c'est pourquoi je vous dis, c'est un élément de dissuasion. En disant ça, vous faites peur à beaucoup de gens. Et notamment aux agences de notation. Mais c'est ce que j'essaye de faire. Et notamment aux agences de notation, il le fait pour ça. Mais je le fais pour ça. Je veux vous dire la chose suivante, monsieur. Vous pouvez ricaner tant que vous voulez, mais il y a dans ce pays un nombre de gens... Sinon, on va en pleurer. Pleurez si vous voulez aussi. Ça nous aidera pour la cause. Ça veut dire qu'il y a dans ce pays assez de gens pour ne pas accepter d'être mis à la tonte comme le sont les autres pays d'Europe. Et vous verrez ce qui va se passer en Grèce, comme vous verrez ce qui va se passer en Espagne. Malheureusement pour eux, ça sera plus douloureux en Espagne, parce que l'État n'est pas un État uni, mais il y a les autonomies. Mais en France, il n'y a pas de Mélenchon grec? Il y en a plein. Voilà. Mais vous allez voir, comment ça va mettre Mais il y a comme en Islande, les gens, si vous faites un référendum, c'est ça la limite de tout leur beau système. Vous faites un référendum, vous dites aux gens, vous êtes d'accord pour payer, vous répondent non. Qu'est-ce que vous allez faire? Les envahir? Vous allez les prendre à la gorge un par un pour dire, allez, donnez-nous? Non, ils ne peuvent pas, pardon. Ils ne peuvent que s'il y a une agence de maintien de l'ordre qui s'appelle un État, qui dit, eh ben, nous allons payer. Bon. Mais si l'État dit, nous n'allons pas payer, l'exemple que vous avez pris, monsieur Touati, c'est pourquoi vous n'auriez pas dû ricaner, c'est celui de l'Argentine. Mais vous auriez pu prendre celui du Venezuela, vous auriez pu prendre celui d'une série de pays qui, du jour au lendemain, ont dit, est finita la commedia, on ne paye plus. Voilà. Ils ont fait un moratoire. La France termine comme le Venezuela. Mais vous venez de dire. Il faut être sérieux là. Pourquoi? Non, franchement, on est entre nous. Ouais, vous pensez vraiment qu'admettons, je sais pas, un gouvernement demain, je dirais, mettre de front de gauche que vous voulez, mettre en pratique les mesures que vous annoncez, d'ailleurs je sais pas lesquelles exactement, mais enfin des mesures où on augmente la dépense publique. Non mais attendez, franchement, vous croyez que c'est sérieux? De quoi parlez-vous? Qu'est-ce qui va se passer? Je viens juste de parler de représailles. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Je viens de parler de représailles. Regardez ce qui se passe en Grèce. Pour l'instant, la Grèce, c'est un pays, on va dire, démocratique, il n'y a pas de problème. Si vous arrivez dans un pays comme la France, là, vous n'allez pas être dégradé. En 2 minutes, on devient ce qu'on appelle un junk bond, c'est-à-dire une obligation pourrie, les taux d'intérêt augmentent. Donc, l'investissement s'effondre, la croissance française s'effondre, vous allez mettre le contrôle d'échange, vous serez complètement décrédibilisé. C'est ça que vous voulez pour la France? Vous comprenez? C'est ça ce que je veux vous dire par là. On arrive, vous l'avez dit, aux mêmes conclusions. Mais si on fait un mouvement... non, celle-là non. Mais non, on peut avoir la réponse de Mélenchon. Mais ça peut être extrêmement dangereux. Vous pouvez quand même pas vouloir ça. Il a pris peur. Regardez comment... Mais vous ne pouvez pas vouloir ça pour le pays, pour notre pays, la France. Mais non, je veux pas. C'est beaucoup trop dangereux. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. C'est pas moi qui ai dit que je m'en irais, c'est vous. Mais dites-moi ce que vous voulez faire. C'est vous qui avez dit que vous en iriez, pas moi. Donc moi, j'ai seulement dit une chose. Regardez la dialectique de cet homme. Je dis, si les banques s'attaquaient à nous, il y aurait des représailles. Tout à l'heure, j'ai évoqué une des représailles. Je dis un emprunt forcé à hauteur de ce que vous voulez me prêter à tel ou tel taux. Monsieur Touati n'a pas sauté au plafond. Il n'a pas dit qu'est-ce que c'est que cette horreur. Il sait que techniquement. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Non, il y en a eu un en 84, mais à part ça, les emprunts forcés, ça n'existe pas. D'accord, c'est 84, tout le monde a changé. Voilà. On ne fait pas d'emprunt forcé. Dans le passé. Mais attendez, laissez-moi. Ça, je connais tout ça. Mais non, mais c'est vrai. Vous avez la Chine aujourd'hui, vous avez le Brésil. Oui, c'est ça. Des pays comme ça qui avancent. Mais regardez la réalité en face. Nous sommes la lanterne rouge de la croissance mondiale
mal depuis 10 ans. Pour quelle raison? Mais parce que justement, on a une économie qui est inefficace, des dépenses publiques qui sont inefficaces, pas toutes, mais une grande partie d'entre elles, une pression fiscale. C'est voilà, le catéchisme est reparti. Attendez, j'ai pas fini. Oui, alors, non, je voudrais que je termine sur la manière dont il m'a repris. Parce que c'est pas très acceptable, mais ça m'est égal. Moi, je sais quel effet je veux produire, et je suis content de l'avoir produit sur lui. Je veux vous foutre la trouille, à vous et aux autres. J'ai très peur de vous, ne vous inquiétez pas, mais bon. Bon, très bien. Si vous n'avez pas peur, c'est pas la peine de faire ce numéro. Mais non, mais si vous venez au pouvoir, là, j'aurais peur. Oui, j'ai seulement dit. Non, mais parce que vous avez fait une extrapolation qui n'est pas du tout mon propos. Quand je dis vous, c'est-à-dire vos idées. J'ai compris. Je souhaite que la France aille tranquillement son chemin. Je n'accepterai pas que les banques viennent lui sauter à la gorge, et je ne ferai pas le papa Andréou de service. Je ne dirai pas les Français n'ont rien fichu, sont des feignants. Je dis la France est en bonne santé, il y a bien des choses à corriger dedans, il faut prendre plus d'argent aux riches, il faut augmenter les recettes de l'État, etc. Ça c'est sûr. Mais je n'ai jamais dit tout ce que vous avez dit derrière. Et je vous trouve très caractéristique. Dès qu'on parle de représailles sur les finances, aussitôt ils prennent leur air satisfait, des gens qui ont toujours gouverné le monde, alors que dit ce faquin? Que dit cet homme? Vous allez ruiner le pays, on va être derrière la Chine. Alors il sort tout le caté en bloc. J'espère qu'on va regarder la séquence. On peut revenir en arrière. Vous avez vu que les phrases, il n'y a pas de verbe dedans. Il a seulement dit les mots fétiches qui sont destinés à faire peur. L'investissement va s'écrouler, la Chine, il dit les mots qui font peur. C'est mon métier de dire la vérité, monsieur. Non, c'est pas votre métier. Vous ne dites pas la vérité. La France a une capacité productive basée sur 63 millions de personnes, 24 millions d'ouvriers et d'employés. Vous prétendez qu'on va ruiner ce pays? Vous montrez justement le problème numéro 1 que nous avons en France, c'est que comme malheureusement l'économie elle est un petit peu instrumentalisée, politisée, on ne veut pas regarder la réalité en face. Mais la réalité, moi je suis pas né comme ça. Moi je suis un enfant des cités HLM d'Orly. Et je peux vous dire que... Vous pleurez maintenant. Ben non, je ne veux pas pleurer. Je veux dire que si je m'en suis sorti, c'est parce que justement j'avais cette volonté. Vous avez été à l'école républicaine, gratuite, laïque, bien sûr. Mais attendez, mais moi je... Et vous voulez partir, vous avez dit il y a 5 minutes. J'ai pas dit ça. Vous partirez pas, vous resterez. Et vous faites ce qu'on vous dira. Mais moi je veux dire, non mais moi j'attendrai pas que vous veniez pour partir. Oui, mais je vous demanderai de l'aide, je vous dirai monsieur, aidez-moi. Mais aujourd'hui c'est ce que font tous les chercheurs, les gens extrêmement puissants de France, on les accueille à bras ouverts dans le monde entier, alors qu'ici on va les pressuriser, on leur dire non mais tu gagnes de l'argent, c'est pas normal, etc. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que combien sont sortis des cités? Vous êtes vraiment sortis de votre classe, là, si vous êtes sortis de la cité, là, pour parler comme ça. Non, mais combien vous n'avez pas honte de parler comme ça? Au contraire, je suis très fier de parler comme ça. Vous n'avez pas honte de dire que d'autres pays vont dire à des gars, venez chez nous, parce qu'ici vous êtes pressés par les impôts? Vous n'êtes pas... Les impôts qui ont permis de payer votre école, votre hôpital. Moi je paye mes impôts, monsieur. Oui, c'est bien ce que je dis. Et donc de ce point de vue-là, j'ai aucune... Et vous trouvez normal que d'autres disent, moi je vais m'en aller? Mais je dis pas que c'était normal, je dis c'est ce qui se passe. Alors qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas dit... Alors, je sais pas, vous n'allez pas les faire pleurer, vous n'allez pas les enfermer dans une prison. Écoutez, mais qui a parlé de ça? Mais pourquoi vous caricaturez toujours le propos des autres? La réalité, c'est que ces gens payent pas assez. Vous l'avez compris? Ça veut dire que la part de l'impôt sur le revenu dans le budget de l'État diminue. Nous avons oui ou non? La part de l'une des plus élevées du monde, la pression fiscale en pourcentage du PIB, l'une des plus élevées du monde. Mais c'est vrai. Ne dites pas qu'on paye pas assez d'impôts en France, bon sang. Vous comprenez? C'est ça, c'est le décalage avec la réalité. Alors au-delà de votre cas personnel, Marc Toiti, je pense que quand je n'ai pas raconté ma vie, je pourrais la raconter aussi. Non, parce que vous m'avez dit, vous avez toujours dit avec votre costume. Non, il a pas dit ça. Mais vous l'avez entendu. Je l'ai compris comme ça. Mais c'est comme ça qu'ils l'entendent tous. Au-delà des cas individuels, est-ce que la catégorie de l'intimidation, Mélenchon a dit je veux vous foutre la trouille, est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne en économie? Est-ce qu'on peut foutre la trouille au marché, aux banques? Est-ce que ça marche? Apparemment, ça a l'air de marcher avec les agences de notation. Mais c'est évident. D'ailleurs, vous l'avez reconnu. Bon, aujourd'hui, il n'a pas de pouvoir. Je veux dire, heureusement d'ailleurs. Mais effectivement, si demain des gens arrivent au pouvoir... Attendez. En même temps, ce qui fout la trouille, ce qui peut foutre la trouille, c'est la perspective qu'un jour il arrive au pouvoir. On est bien d'accord. Parce que s'il est jamais... Mais pas forcément si on sait qu'il sera jamais... Mais pas forcément lui ou quelqu'un qui... Même des personnes qui vont arriver, qui vont dire, voilà, etc., qui vont faire ces mesures-là. Donc c'est lui. Donc c'est lui, puisque personne d'autre que lui ne les propose. Oui. Donc si Jean-Luc Mélenchon est de nature à foutre la trouille aux agences de notation, et si ça peut avoir un petit effet positif, c'est avec la perspective qu'un jour il arrive au pouvoir. Pas qu'aux agences de notation. Moi je fais des conférences tous les jours, je vois des chefs d'entreprise tous les jours. Je suis stupéfait des questions que j'ai en ce moment. On me dit, monsieur Toiti, où est-ce qu'il faut aller?
Je comprends même pas ces questions. C'est ça, la peur que vous évoquez, je pense qu'aujourd'hui, elle est déjà là. Et c'est ça qui moi, m'horrifie, entre guillemets, c'est que la force de la France... alors, à vous écouter, elle est plutôt négative. Non. Cette peur est plutôt négative. Bien sûr qu'elle est négative. Ah bon. Justement, la force de la France, non, mais dans l'esprit de Jean-Luc Mélenchon, elle est positive, puisqu'elle est censée nous préserver de l'arbitraire des agences de notation. Oui, enfin, parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, parce qu'ils ont peur de nous dégrader. Mais si on arrive à une situation telle, ils n'auront plus le choix. Vous savez, même si là, on va parler tout à l'heure, la réforme de la retraite, si elle n'aboutit pas, ou si on a un clash, là, il peut y avoir une mise sous surveillance négative de la note de la France. Et là, les taux d'intérêt, effectivement, vont augmenter. Vous voyez? Donc c'est ça qu'il faut bien prendre. On va peut-être dire... La force de la France, c'est sa cohésion. Si on développe... C'est son peuple. Mais non, bien sûr que c'est son peuple, mais la cohésion de son peuple. Si on commence à développer, à dire, bon, il faut faire une bonne révolution, on va développer cette lutte des classes. Moi, justement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, parce que j'ai parlé de cité, pas pour raconter ma vie. C'est que le vrai enjeu aujourd'hui, il est de dire aux gens des cités, vous avez une chance de vous en sortir. Là aujourd'hui, ce qu'on nous propose, c'est non. Si on ponctionne pas les riches, vous n'avez aucune chance d'en sortir. Mais c'est pas en ponctionnant les riches qu'on va rendre les pauvres moins pauvres. Il y a aucune preuve de ça. La preuve, c'est que on n'arrête pas de ponctionner. En France, la pression fiscale augmente d'année en année. Il y a de plus en plus de pauvres. Donc ça fonctionne pas tout ça. Oui. Alors on peut dire un mot sur les retraites. On va terminer. Enfin, je veux dire, j'avais prévu qu'on y consacre plus de temps, mais on a déjà. Non, mais là, c'est un peu dommage qu'on n'ait pas pu. Moi, là, il a fait un credo économique. Il dit, voilà, on doit miser sur la confiance de ceux qui ont des sous. Moi, je dis, l'économie, c'est de la plomberie, ça fait circuler une masse de richesse produire. Il faut d'abord la produire. Vos bouts de papier produiront jamais rien. Les travailleurs, les salariés, les ouvriers, les employés, ils produisent quelque chose. La France est invidable. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est diminuer le nombre de parasites. Voilà, ça oui, et moi je compte le faire. Là, je pense qu'on a bien compris ce qui vous différenciez, les arguments, les réfutations, les arguments, les contre-réfutations. Je voudrais juste qu'on termine par un mot sur les retraites. Enfin, en même temps, si ça doit être plus long, ça sera plus long. Je voudrais vous faire entendre... forcément, parce que l'arrière, il y avait des points, on était d'accord, mais là, je pense sur les retraites... Non, je voulais juste vous faire entendre à propos des retraites. Donc, à votre place, il y a 15 jours, il y avait quelqu'un que vous connaissez bien, Alain Lambert, sénateur UMP, président du Conseil général de l'Orne. Je crois que vous entendez bien. Sur le plan personnel, oui, politiquement, on n'a rien à voir l'un avec l'autre. Tout le monde l'aura bien compris. Et je posais la question à Lambert. Alors, le Fillon venait de déclarer que la énième offensive contre les niches fiscales allait être lancée. Et je demandais à Alain Lambert, mais au fond, je veux dire, on sait très bien qu'elle n'aboutira pas davantage que les précédentes. Donc, ça sert à quoi? Je voudrais qu'on écoute la réponse d'Alain Lambert. Comment vous analysez le fait que depuis 2007, chaque année, avec une régularité de métronome, le ministre des Finances ou le Premier ministre lance Taillot, le grand combat contre les niches fiscales, qui en général se solde par une capitulation en race campagne 3 mois plus tard. Comment vous analysez ça? C'est très simple. C'est tout simplement un message qui est destiné à nos partenaires européens, qui n'a rien à voir avec les Français. Dans la réalité, comme nos comptes publics sont très dégradés et que nous sommes obligés d'adresser à Bruxelles chaque année un programme de stabilité, nous avons un programme de stabilité avec une trajectoire en dépenses et une trajectoire en recettes. Sur la trajectoire en dépenses, on promet à nos partenaires européens qu'on va tenir les dépenses. Et sur la trajectoire en recettes, on leur dit qu'on va probablement